Bonjour, ici Olivier Laliberté, vice-président en communication pour le comité CPA de l'UQTR à Longueuil. Bienvenue au podcast des Bas-Bruns. Merci à nos partenaires Mazar, Demerson Bone, Hardy Normand et Associés et EY. Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue encore une fois au podcast des Bas-Bruns. Aujourd'hui, on a le grand honneur de recevoir le chroniqueur, auteur, animateur, professeur et fellow comptable professionnel agréé, Pierre-Yves McSween. Bonjour Pierre-Yves, ça va bien? Salut, ouais, je suis déjà plus professeur, j'ai pris ma retraite. Donc, il y a Non, ça de non, moins à mon titre. je peux dire que c'est le titre quand même que tu as eu, là. Donc, merci beaucoup de ton implication et d'être avec nous aujourd'hui. Je vais tout de suite lancer la conversation avec une petite question choc. Ouf! Tu as dit à la semaine des 4 juillet que ta consommation en vin avait beaucoup augmenté durant la pandémie. Ouais. Et tu as dit la même chose à PL Cloutier. En matière de vin, ça représente quoi une facture corsée? Et Ben, en ok, même temps, en je as-tu vais, vraiment besoin? ok, je vais te prendre par surprise, ok? 2 secondes. Oh, Là, il faut que tu comprennes que le vin puis l'alcool, parfois, c'est une drogue légale, mais ça fait partie du carburant d'un bon comptable, c'est-à-dire dans les occasions de cocktails et tout. Alors, ça, c'est le format de la pandémie. Ça, c'est un magnum, là, ça veut dire 2 bouteilles de vin. Ça, c'est le format pandémie. Non, je blague, j'ai des amis des fois, même si je suis plate. Donc, j'ai des amis. Non, moi, en fait, j'ai vraiment changé dans le vin. À l'époque où j'étais plus jeune, j'achetais du vin français, puis des grandes maisons. Puis, j'ai commencé à l'université Clastica, là, c'était 7,95. Je m'en servais aussi pour laver ma voiture. Mais non, mais ça a monté. Mais non, puis là, je suis vin nature pas mal. Pas parce que c'est snob, c'est parce que moins de sucre souvent, moins de sulfite, des vins plus jeunes des fois. Puis, donc, j'ai bu un Pontet Canet récemment chez un ami, puis je peux pas te dire que ça vaut le 200$ la bouteille que ça valait à l'époque. Donc, Pierre-Yves, il paye à peu près 30$ la bouteille, je dirais. Pour Donc, des le vin magnums? nature. Pardon? 30$ pour des magnums ou Non, le des. Magnum, ça, c'est le double du prix, mais ça, t'en as 2 fois plus. Non, mais pour vrai, pendant la pandémie, comme la SAQ était un problème, on comprend en approvisionnement, j'ai commencé à faire affaire avec des importateurs privés pour le vin nature, ce qui est plus facile parce que la SAQ n'en a pas tant que ça. Et Alors, bon, ça revient à 35$ la bouteille dans certains importateurs, des fois ça peut aller à 17 dans d'autres, mais disons OK. que celui que j'aime, il était un peu plus cher. Mais tu sais, je vais vous expliquer une affaire aussi, c'est oui, il y a le budget, gestion, mais à un moment donné, quand tu te fais en faire de l'argent, plus tu fais d'argent, puis moins tu bois, donc plus la bouteille de vin, tu peux payer cher. J'ai des amis qui boivent une bouteille de vin par jour. Moi, je ne bois pas ça, donc je peux en payer des plus chers et en boire moins souvent. Tu sais, le fameux dicton boire moins, boire mieux, là, ça, c'est moi. Ça. Et pour compenser, je bois de la vodka avec du soda. Ça, c'est vraiment pas cher. Voilà, j'ai fait ma confession. J'ai du sang écossais, qu'est-ce que tu veux? ah ben merci. Euh, ben, on va commencer avec une autre question aussi. Selon toi, est-ce que les Québécois sont plus soucieux de leur économie comparé à il y a 10 ans? Est-ce Oh. que, est-ce que dans le fond, là, que ton fameux livre, en as-tu vraiment besoin? Ça l'a peut-être aidé à changer les comportements des ménages québécois? Je pense pas avoir cette portée-là. Je pense plus que moi, j'ai décidé d'en parler. Je dis souvent, je parle de la comptabilité et de l'argent comme un médecin va parler de maladie. Le médecin, tu vas entrer dans son bureau et il va dire bon, monsieur, vous avez un problème ici, une irritation, donne un nom latin, puis t'envoie des médicaments, puis toi, il vient d'affecter ta vie. Mais l'argent, c'est pareil. Tout le monde en gère. Mais ce que je sens, par contre, c'est que le besoin d'en parler commence à être sorti un peu. J'ai beaucoup de. C'est drôle parce que publiquement, tout le monde a de l'air parfait publiquement. Publiquement, vous voyez vos voisins, c'est merveilleux. Tout est beau, là. Et là, quand tu tombes dans le détail du monde, puis là, tu te dis, aïe, OK, lui, là, ça va pas bien pantoute, puis elle, là, ça fait 3 ans qu'elle a fait ses impôts. Moi, j'ai déjà eu des gens qui m'ont écrit, ouais, excuse Pierre, j'ai un voisin, un ami, là, qui n'a pas fait ses impôts depuis 4 ans. Mettons, qu'est-ce que tu ferais si tu le connaissais? Dans ça, je leur réponds, je dis, ben, c'est quoi ton problème exactement? Donc, les gens parlent. Je pense que c'est plus à la mode de parler d'argent, comme par exemple les émissions sur les entrepreneurs. Tu sais. Moi, quand j'enseignais à HEC, je disais à mes étudiants, regardez Dragon's Den. Ils ont fait la version québécoise dans l'œil du dragon. Donc,
Il y a eu une mouvance dans les médias où c'est devenu un peu le fun d'en parler. Il y avait un professeur à HEC qui avait une émission qui s'appelait Génération Inc. il y a plusieurs années. Jean-François Ouellette à TQS, je pense, à V. Et puis, c'était le début. Là. Donc, c'est plus, disons, que je suis arrivé dans le bon moment, mais je te dirais pas que les gens aiment encore ça en parler. En fait, plus les gens font d'argent, plus ils veulent m'en parler. Plus les gens sont dans le pétrin, moins ils veulent en entendre parler, puis plus ils veulent dire que c'est pas grave. Alors que tout est d'argent. Tu sais. Toutes vos relations. Écoute, je donne l'exemple des gens qui réalisent qu'ils vivent avec une personne depuis plusieurs années, mais que cette personne-là est dans le trouble financier, puis elle ne leur a jamais dit, puis ça influence leur capacité de payer l'hypothèque. Ça, là, ça se vit. Tu sais, à l'université, tu te dis, voyons donc, on est en gestion, on va se parler de nos finances. Oui, mais tout le monde se rencontre à 30 ans. Puis là, Nathalie, elle rencontre Patrick. Puis là, Patrick, il a 30 000 $ de loadé sur ses dettes. Mais il ne dit pas Nathalie. Puis Nathalie, elle n'a pas dit, mais ça fait 2 ans qu'elle a fait sa déclaration de TPS TVQ. Là, ils sont ensemble, ils se payent des voyages, tout va bien, puis demander si ça pète. Puis là, les comptes arrivent, puis le recouvrement. Ça existe. Mais on a démocratisé un peu dans les dernières années, puis je trouve ça le fun. C'est vrai que c'est moins tabou, là, ces temps-ci. C'est quand même pas une maladie de parler d'argent comme si c'était... moi, je suis pas un gars qui tripe sur l'argent, tu sais, le dollar, ça sert à rien, de triper sur le dollar. Moi, ce que j'aime, c'est la liberté que ça apporte. Et ça pour moi, c'est... Le petit gars que j'étais à l'université qui voulait juste payer son loyer a eu la chance de pouvoir développer une carrière qui était payante parce que j'ai choisi la comptabilité. C'est sûr que si je voulais être saltimbanque, puis que j'avais été dans un milieu un peu plus bourgeois puis favorisé, j'aurais peut-être voulu faire des études supérieures dans un domaine où il n'y a pas de job. Mais il fallait que je survive. Alors, je suis bien tombé quand même. Je suis tombé sur la plus belle profession au Québec. Je dis ça. Niveau fiscal, c'est quoi la loi fiscale que tu aimes le moins? Puis peut-être comment tu l'adapterais pour la rendre plus à ton goût? Je vais t'en mettre plusieurs. 1, les entrepreneurs au Québec, au Canada en partie, mais au Québec, ils ont l'exonération cumulative pour gain capital que vous avez sûrement vu en quelque part dans vos cours qui monte chaque année. Bien, tu sais, si tu te crées une fiducie familiale, puis tu multiplies le nombre de bénéficiaires de la fiducie, tu multiplies cette exonération-là. Alors, tu as un monsieur ou une madame qui ont une entreprise qui vaut 22 millions en gains. Ils ont mis 100 $ d'action. On s'entend que le gain est important. Et là, ils ont 7 enfants. Chaque enfant a 3 petits-enfants. Donc, ils nomment tout le monde bénéficiaire. Puis, personne ne paye d'impôt là-dedans. Et ça, comme comptable, ça existe. On est obligé d'en parler à nos clients. Mais les comptables qui pratiquent là-dedans, mais c'est correct. C'est-tu éthique? Moi, je m'excuse, je mettrais un plafond de valeur familiale. Je dirais, OK, je comprends, il y a peut-être 2-3 entrepreneurs, mais tu sais, là, quand le petit-fils du grand-père qui est mort reçoit à 21 ans 500 000 net d'impôts, il dit, mon grand-père était généreux. Non, ton grand-père n'était pas généreux. Ton grand-père n'aimait pas l'impôt. Il ne pensait pas à toi, il pensait à l'impôt. Mais il a passé quand même, mais bon. Deuxième raison, c'est que pour le vivre personnellement, il y a au Québec, au Canada, des règles pour les parents. Et là, il y a des aberrations totales. Je te donne un exemple. Si tu es incorporé puis tu ne te verses pas de salaire, est-ce qu'on est fiscalement riche? La personne morale est riche, mais pas toi. Donc, maintenant que tu te verses, toi, tu as 2 enfants, tu dis, hey, cette année, moi, je ne me verse pas de salaire. Puis l'année prochaine non plus, je vais me prendre une avance actionnaire une année, puis l'autre année, je vais prendre un prêt à la banque, puis je vais rouler ça. Tu sais. Qu'est-ce qui arrive? Il arrive que le gouvernement il regarde ton salaire annuel. Hey, t'es pauvre, hein? On va t'envoyer des allocations canadiennes pour enfants non imposables, l'allocation famille au Québec. Et finalement, tu es millionnaire en actifs dans ta compagnie, mais si tu n'envoies pas de salaire personnel, je t'en envoie un autre. On peut rire longtemps de ça. Disons que tu es séparé. Tu vas payer une pension alimentaire sur ton revenu brut, le plus gros payé au moins élevé. Okay? Toi, tu payes une pension alimentaire basée sur ton revenu brut. La personne ici aussi reçoit sur son revenu brut. Pour les enfants. Mais toi ici, tu as de l'impôt en maudit que l'autre n'a pas, en moins grosse proportion. Après ça, toi, tu ne peux pas déduire la pension alimentaire pour enfants. Elle ne s'impose pas à la personne. Donc, son revenu admissible monte, le tien descend, qui est normal. Après ça, les allocations canadiennes pour enfants, les allocations du gouvernement provincial, sont basées sur ta richesse officielle. Donc, cette personne en reçoit encore plus. Et lui, il n'en reçoit pas, ou elle n'en reçoit pas ou peu. Alors, si bien en sorte de demander que tu as le payeur qui, quand tu prends les mesures cumulatives, paye beaucoup, reçoit peu ou pas, et le receveur reçoit tout,
et ne paient pas d'impôts. Donc, son revenu disponible est très élevé par rapport au déclaré, ou plus élevé par rapport au déclaré. Et en plus, en mettant des REER, réduit son revenu. Ça, c'est l'autre affaire qui est drôle. Mets 20 000 de REER, alors tu diminues ton revenu net et c'est là-dessus qu'on calcule tes allocations canadiennes pour enfants. Paye la garderie au privé, ton revenu net va baisser encore parce que la déduction est avant le revenu net et donc ça va augmenter tes allocations. Donc, il y a des parents qui envoient leurs enfants au privé pour avoir la déduction fiscale et donc reçoivent plus d'allocations canadiennes pour enfants. Donc, il n'y a pas de logique, là. C'est plein de distorsions. Je pourrais passer la journée comme ça en t'en parler. La fiscalité, c'est comme je compare ça à un chalet. Tu sais, quand tu vois un chalet là, bâti des années 60 par le grand-père, là, puis il a pris des restants de bois, puis là, il a acheté une extension. Là, de l'extérieur, ça a l'air bien beau, mais tout ça ensemble, ça ne fit pas. Ben, c'est un peu ça, la loi de l'impôt. On met une virgule, mais on ne pense pas à l'autre virgule, puis à l'autre virgule. Donc, à force de faire des allègements sociaux fiscaux, il y a un moment donné que tu arrives à 75 000 puis tu te dis « Je t'ai mis à 40 ». Donc, je vais te faire la citation que le gars m'a dit à l'émission. Le Québec, c'est le paradis fiscal des familles, surtout les familles qui fraudent, les familles qui peuvent déduire beaucoup de choses et les familles qui ont un revenu officiellement bas. Là, je vais te donner le cas le plus extrême que j'ai vu dans ma vie. 2 médecins incorporés. Ils ne verssent pas de salaire. Donc, ils sont pauvres. C'est-tu le chèque qu'ils reçoivent du gouvernement note d'impôt? Tu sais, tu payes déjà chacun 300, 400, 500 000, puis en plus, pauvres autres, ils n'ont pas déclaré de salaire ni de dividende. Tu sais, tu t'en vas t'emprunter 200 000 à la banque une année. Tu payes ça sur ton hypothèque, donc à 3 % maximum. Donc, ça te donne quelques mille piastres d'impôt, mais même pas, tu sais. Mais là, tu vas recevoir plein d'argent. Donc, c'est des aberrations. T'en veux d'autres? Là, je ne veux pas te frustrer parce que tu vas en vivre en vieillissant. Là, tu vas dire « Ah! C'est bien tout croche, le système fiscal, il y a plein de patentes. » Ouais, c'est ça. Voilà. Wow. Ça fait mal, hein? Fait que dans le fond, si jamais vous avez une leçon, c'est que si jamais vous faites des enfants, arrangez-vous pour que ce soit quelqu'un plus riche que vous. Puis, si tu n'étais pas dans le monde de la comptabilité ou de la finance, dans quel domaine tu serais? Je serais électricien. Ah ouais? Ah oui. Comment ça? Je trouve que c'est le corps de métier intellectuel. Je suis très manuel, moi, dans la vie, fait que j'aurais aimé ça. Et j'ai étudié en génie informatique. Moi, j'étais à Polytechnique avant d'aller à HEC, donc moi, je devenais ingénieur informatique ou électrique. C'était ça que je m'en allais faire. J'ai changé d'idée. Mais j'aurais fait ça. Probablement, là, profession libérale, là, ingénieur. Puis si j'avais écouté plus, qu'est-ce que j'aime faire? L'électricité. J'aime ça. C'est passionnant, l'électricité. Puis même pas dans le journalisme? Parce que je le fais déjà. Tu sais, oui. Ah oui, tu me dis, mais là, c'est parce que je fais déjà ça. Tu sais, dans le fond, moi, j'ai un diplôme en journalisme à l'Université de Montréal. Excuse-moi, moi, j'ai mixé mes deux carrières. Hein, j'ai pas pensé. Mais tu vois, j'ai la chance, comme membre des médias, si tu veux, d'avoir une formation qui est, disons, libérale ailleurs. Et donc, quand j'arrive dans le domaine des médias en communication, j'ai déjà une base dans quelque chose, donc j'ai une spécialité dans quelque chose. Donc, j'ai fait ça, oui, mais j'ai étudié en journalisme, en fait, de 2004 à 2006, pendant que je travaillais chez Ernst & Young. Moi, dans le fond, j'allais chez mes clients, je sortais de là à minuit, je rentrais chez nous, je faisais mon travail de session jusqu'à 2 h du matin, je l'envoyais, je l'imprimais, je l'amenais au cours le lendemain, le soir, pendant que j'allais chez... Puis j'avais des maudites bonnes notes quand même. Puis ce qui fâchait les gens à qui je travaillais, c'est qu'eux, ils faisaient ça à temps plein. Mais tu sais, des fois, tu es tellement habitué comme comptable de livrer tout de suite, hein, faut que ça roule, que tu as un travail, tu as 5 jours pour le faire, tu dis, ouais, je suis capable de clencher ça, puis j'avais une facilité d'écrire, oui. Mais je te dirais pas que, en tant que j'aime ça être expert dans quelque chose, donc, comment je pourrais dire ça? Le journaliste, tu es dans la communication, dans l'expert des faits, tout ça, mais c'est le fun d'avoir une valeur. Tu sais, moi, dans mon livre, quand tu vas le lire, parce que je ne l'ai pas encore publié, ça te tente, je dis qu'il faut que tu concentres ton début de carrière à créer une valeur, peu importe comment tu le fais, mais il y a trop de monde qui se concentre sur « je vais investir, je vais épargner ». Je vois, mais si tu n'as pas de valeur, l'épargne devient tellement facile quand tu ajoutes un zéro à ton revenu. Ça, là, tu sais, moi, j'avais 26 ans. Je travaillais chez Ernst & Young, je faisais 55 000 par année. Okay? Et du jour au lendemain, je suis passé de 55 000 à 105 000. T'imagines-tu? Tu montes ta paye de 50 000, mais tu es encore dans ton appart d'étudiant. Là. C'est sûr que là, moi, je me suis mis à piler, rembourser mes dettes. Je pense que j'ai épargné 33 000 cette année-là. Tu sais, ça te donne une idée comment ça change ta vie. Monter ta barre.
Mais c'est pas, c'est Ah, pas ouais, chez Ernst Young que j'ai fait 105 000. C'est quand je suis parti ailleurs, juste vous le dire. C'est en cabinet comptable, tu montes tranquillement, puis tu deviens associé, puis là, tu deviens millionnaire. Mais moi, j'ai décidé de prendre le shortcut, de devenir consultant. Tu sais. ouais, parce qu'avant ça, sinon. Oui, mais avant ça, c'est une progression normale, c'est correct aussi. Mais tu sais, ce qui est fou aussi, c'est que les salaires, je ne sais pas c'est rendu à combien, puis là, on est dans un podcast de comptable, mais moi, quand je suis sorti de l'école, ton stage d'été, tu gagnais dans les grandes firmes 30 000. Après ça, ton stage de DESS, tu gagnais 33. Puis quand tu arrivais à ta première année après l'école, c'était 39 500. Ça, c'était les moyennes. Puis moi, j'avais bien performé, fait qu'il m'avait monté à 55 000 un an, mais tu peux monter à 50, bon. Mais aujourd'hui, le salaire d'entrée n'est pas si... Il n'a pas doublé, là, tu comprends? Fait que j'étais quand même dans une bonne période. On avait même des bonus à la signature, nous autres. Moi, j'avais 4 000 de bonus pour signer. Ça, c'est une autre époque. Les grands cabinets donnaient 4 000 5 000 $. C'est ça. Mais on ne vivait pas chez nos parents, il fallait payer le loyer, c'était tough. Vas-y. Justement, par rapport au salaire, tu es un bon ambassadeur de la profession de CPA. Et tu as mentionné à quelques reprises que les CPA font généralement de bons salaires, donc tu n'as pas peur de le dire. Mais non, mais je ne veux pas leur mentir. Si on travaille fort demain, il faut bien qu'on soit payé quelque part. Ben, c'est ça, mais c'est quoi les commentaires du public en lien avec ce discours-là ou c'est quoi leur avis? Tu as plusieurs types de personnalités. Il y a des gens qui disent enfin, on peut en parler sans tabou. Il y a d'autres personnes qui sont. Moi, je suis très transparent avec ma rémunération, avec ce que je fais, tout ça. Sauf des clauses de confidentialité que je signe que je ne peux pas. Là. Mais tu sais, plusieurs années après ou pendant que c'est des gens qui ont besoin d'aide pour juger leur salaire, je leur dis, mais souvent, les gens qui crachent sur ce genre de divulgation-là, c'est souvent parce qu'ils ont un problème dans leur vie avec ça eux-mêmes, dans le sens qu'ils sont frustrés du salaire qu'ils font. Alors, évidemment, si tu en parles, c'est comme si tu pesais dans le bobo fort. Donc, c'est sûr qu'ils n'aiment pas ça. Les autres, c'est plus... Mais même en comptable, tu sais, moi, j'étais à la firme, puis moi, j'aimais partager l'information. C'est quoi les bonus? C'est quoi? Moi, je dis qu'on est comme une gang d'entraide dans la vie. Si on est des collègues et on n'est pas capable de s'entraider, qu'est-ce que ça donne? Je te donne un exemple. Dans les médias puis dans le bureau comptable, tu as des gens qui, pour se monter, empêchent les autres de progresser, si tu veux. Ils veulent se donner de la valeur. T'sais. Et il y a des gens qui sont compétents. Les gens qui sont compétents vont se prendre du monde en dessous et vont les aider. Donc, au niveau de la rémunération, puis au niveau de l'évolution de la paye et tout ça, les gens qui sont compétents n'ont pas peur d'en parler, de partager et d'aider les autres. Et les gens qui veulent protéger leurs acquis puis qui ont peur à leur job, puis qui ont peur d'être pas bons, bien, eux, souvent, ils sont tout le temps en train de protéger ce qu'ils contrôlent en information pour être sûr que les autres n'aient pas plus. Là, c'est la nature humaine. J'extrapole, puis c'est pas le cas tout le temps, mais il y a de l'humain dans le marché du travail. Puis ce que tu apprends, c'est que les adultes qui ont de l'air respectables et qui le sont, ne sont que des enfants qui ont grandi comme toi puis moi. Donc, tu sais, tu te dis, oh, wow, cette personne-là, hein, c'est un homme, une femme respectable, mature, établi. Bien, en dedans d'eux autres, c'est encore un petit gars et une petite fille, puis ils ont leur côté pas parfait. Donc, moi, j'ai plein de côtés pas parfaits, mais je les cache pas à télé, je les cache pas à radio. Je ne vais pas faire croire que je suis quelqu'un que je ne suis pas. Donc, la transparence est souvent là. Mais au niveau de la rémunération, que je te répondrais, c'est ça. C'est que les gens qui ont des problèmes ne vont pas en parler, mais que les autres, ils aiment bien ça. J'aimerais ça que tu nous racontes un peu ton parcours puis ton ascension en tant que chroniqueur puis animateur. T'as-tu 3/4 d'heure? Écoute, ça commence... si tu as reculé où ça a commencé, j'étais au primaire. Ah oui? J'étais dans le petit journal étudiant. Puis là, je me suis mis à écrire. Puis au secondaire, j'ai participé au journal étudiant. Puis à HEC, j'ai participé au journal étudiant. Je m'occupais dans le comité CPA de toutes les communications. Donc, ce côté écrire vite, faire des analyses, structurer des textes, moi, c'était ma force. À Polytechnique, quand j'étais là, je programmais. Quand on avait un travail de session, je me suis demandé, moi, mon coloc, qui était une espèce de brain informatique unidimensionnel, lui, il voulait. Puis là, il fallait faire autant de travail dans le rapport. Moi, comme je lâchais Polytechnique, j'ai fait au travail de fin de session, j'ai dit, hey, je fais un deal avec toi. Toi, fais toute la programmation, moi, je vais faire le rapport. Puis on était la seule équipe qui avait eu 20 sur 20 dans le travail parce que, tu sais, moi, j'avais fait un rapport de feu, puis il avait fait un programme de feu. Et ça m'a démontré que pour lui, c'était une épreuve faire le rapport. Et pour moi, c'était une épreuve, la programmation. Donc, c'est ça que tu vois tes forces. Puis moi, j'étais un gars de science qui pensait qu'il fallait qu'il soit un gars de science. Parce qu'à mon époque, c'était que tu sois un scientifique. C'est ça qui est payant, c'est ça qui a des vrais jobs. Puis je me suis rendu compte, ben non, ce qui est poche au niveau économique, c'est que c'est les gens en administration qui font le plus d'argent par rapport à
c'est bizarre à dire, mais je trouve qu'ils sont... Tu sais, qui est bien payé souvent? C'est pas tout le temps dans tous les domaines, mais on est bien payé en administration quand même. On a du stress, mais on est bien payé. Fait que je fais ça. Et là, à un moment donné, j'arrive à l'université, puis je te vois à HEC, puis là, je fais mon bac, mon DSS, puis là, je tombe stagiaire d'enseignement. Avez-vous ça, vous autres, à l'UQTR, stagiaire d'enseignement? Ça, c'est quand les profs ne veulent pas travailler trop, ils s'engagent des stagiaires d'enseignement. Je sais, il y en avait 4, 5, 6 là, dans le corridor. On a un bureau. On était payé le même salaire que la première année en cabinet comptable, la première année après le DES pour travailler à temps plein comme teacher assistant. Tu donnes des TP, tu fais des corrections, tu écris les travaux, tu écris des examens, tu comprends? Mhm. Toute la job que le prof ne veut pas faire, on l'a fait. Et là, je me suis dit, hey, une job à 37h30 par semaine, moi, ça veut dire que j'ai du temps. Tu sais, j'étais chez Ernst & Young. Là, j'ai dit, OK, je me suis inscrit au bac, au certificat en journaliste à l'Université de Montréal. Donc, c'est là que ça vient, le diplôme. Mhm. J'ai fait mon diplôme en même temps après ça. Et après ça, j'ai envoyé des CV un peu partout. À des gens aux affaires, des gens à la presse, des gens à la télé. Et évidemment, je me suis retrouvé où? Dans la filière 13. Et même, une moment donné, j'étais rendu, quand j'avais démissionné, j'étais devenu consultant, j'étais rendu à la Banque Laurentienne, j'avais envoyé une lettre à la presse pour être stagiaire d'été. Tu t'es rendu compte, moi, je fais 80 000 par année, bonus, avantages sociaux, et j'envoie une lettre pour essayer le journalisme. Je voulais prendre un congé sans solde puis faire ça à la presse. Tu sais. Là, je reçois la lettre, le gars, il m'a écrit « Bonjour, M. McSween, après l'analyse de votre dossier, nous vous souhaitons bonne chance dans votre recherche d'emploi d'été. » Clairement, j'avais lowballé ma game. Et finalement, après quelques années, j'ai fini mon diplôme, j'étais dans un... Écoute, c'est une longue histoire, mais c'est vrai, OK? J'étais allé dans un restaurant apporter votre vin avec mes 2 amis CPA. Ça part tout le temps par là, à Montréal. Puis là, la serveuse nous voit, on tout envoyé en veston. Moi, je suis rendu consultant, l'autre aussi, puis l'autre travaille à la banque, tu sais. On fait 50 000 chaque au moins, ou 150 assez, tu sais. Fait que là, la fille, elle me dit « Hey, vous autres, là, vous gagnez combien? » Tu sais, elle parle à des comptables. Là, on ne dit jamais ça d'habitude. Et là, elle dit « Ben, je dis, ben là, 50 000 chacun, fois 2. » Hey, non, tu sais, comme, je sais pas, elle a trouvé ça vraiment cool. Fait que, là, elle nous a parlé de la fraude fiscale qu'elle faisait, puis le condo qu'elle avait. Écoute, elle était avec 2 comptables. Là, moi, j'étais éberlué. Dans la semaine, j'étais allé chez le nettoyeur, tout était cash. J'étais allé au dépanneur, déclarer pas les taxes. Je voyais. Donc, j'ai écrit si tu vas, et là, si tu veux rire, là, va sur Internet présentement, tape Histoire d'évasion fiscale, tape mon nom, puis check la photo. J'ai envoyé ce texte-là qui faisait 2000 quelques mots en avril ou en mars. Puis un mois plus tard, la secrétaire du rédacteur en chef de la presse m'écrit « On a aimé votre texte, mais on voudrait que ça rentre dans 500. » J'ai jamais écrit comme 2000. Refais le texte. Ils ont vu une photo, t'es jeune, c'est rare un discours sur l'évasion fiscale de même, donc sur la fraude. J'ai écrit un texte. Là, j'avais compris une chose. Tu sais, on apprend dans chaque affaire. Si tu veux être publié dans la presse, dans la lettre du lecteur, tu écris un texte de 500-600 mots, puis tu l'envoies. Pendant l'année, j'ai écrit 4 textes de 500-600 mots, je les ai envoyés. Ça m'a donné des entrevues à mon grain, à plein d'affaires. Tu sais. Après ça, j'ai travaillé 2-3 semaines au Canal Argent jusqu'à temps que, peu importe, il y a une petite chicane entre moi et le boss parce que Radio-Canada m'avait appelé pour faire une entrevue contre le Colisée. Puis tu comprends que. Pas con, mais analyser l'amphithéâtre, puis l'amphithéâtre était financé par Québécois, puis Québécois était propriétaire du Canal Argent. Tu comprends que. En tout cas, je suis sorti de là. Et puis, j'ai commencé à travailler. Il m'avait appelé dans toute cette saga-là à travailler à Culture physique à Radio-Canada le mercredi soir. On m'avait recruté pour faire une chronique économique sportive. Donc, je parlais d'affaires économiques, sauf du sport. Mais tout ce qui entoure du sport, à 10h30 le soir. Là. Dans le fond, je travaillais ma journée pleine à Banque Laurentienne comme consultant ou comme travailleur. Après ça, j'allais enseigner à HEC de 7h à 10h. Puis à 10h30, j'étais en direct à Radio-Canada. Mais j'ai appris. Et à un moment donné, j'ai été appelé à la fin de semaine. Là, Radio-Canada m'appelle. Là, on a un chroniqueur économique la fin de semaine. Oui. Lui, il tombe en vacances l'été. Oui. Puis celle qui le remplace, elle tombe aussi en vacances l'été. Peux-tu être le remplaçant du remplaçant pour 2 semaines? Je dis, OK. Là, j'ai fait 2 semaines. Et là, le moment donné, à Joël Lebigot, le téléphone sonne, mon ami dit « Hey, le chroniqueur vient de démissionner, il s'en va chez Québécois. Appelle off ton nom. » Et c'est comme ça que ça a commencé. Je vais faire mon nom. Je fais des chroniques la fin de semaine. Et là, je vais vous shorter ça parce que je pourrais t'en parler pendant 4 heures. Mais un moment donné, Paul Arcand m'a appelé chez nous. J'écrivais dans la presse un peu parce que un moment donné, après, j'ai arrêté d'écrire bénévolement. Il m'a faire une petite chronique bénévole un peu. Puis j'ai dit, un moment donné, j'ai arrêté. Puis là, j'ai reçu un appel. Pourquoi tu ne réponds plus avec les autres collaborateurs? C'était bon ce que tu faisais. J'ai dit, vous ne me payez pas. Puis un moment donné, c'est le fun d'être dans le journal quand tu es jeune, mais
faire du bénévolat pour Power Corporation. Il y a toujours une limite. Et 1 an plus tard, ils m'ont envoyé un chèque. Donc, j'étais payé une coupe de 100 par article, là. Pas tant de 100 que ça. Mais... Et là, j'ai écrit des articles dans la presse. Et à un moment donné, j'ai été engagé. Puis bon, à un moment donné, j'avais plus le temps. Puis à un moment donné, on a arrêté la collaboration. Mais Paul Arcand m'a appelé. J'étais en train de visser aussi. J'étais dans mon garage, là, en train de visser une feuille de gyps au plafond parce qu'un comptable qui s'est compté ne paye pas 300$ de l'heure pour poser du gyps. Donc, Paul Arcand, il me texte, il dit « Est-ce qu'on peut se parler? » Et là, c'est comme ça que je suis arrivé au 98.5. Ça a été très rapide. Fait après ça, là, vient tout le reste. 98.5, c'est un tremplin, tu es à côté d'une piscine, tu as 2 choix. Soit que tu continues à patauger dans la piscine et tu ne fais rien, ou tu as 2 pieds sur le tremplin et tu dis « Je vais faire de quoi avec ça? » Alors, j'ai écrit le livre. Le livre a débouché à des entrevues. On dit « Hey, il n'est pas pire, lui, il pourrait faire de la télé. » Donc, je reçois des appels pour faire de la télé. Puis depuis ce temps-là, c'est juste ça. Moi, je pense que j'ai jamais appliqué sur une job depuis Ernst & Young. Après ça, veux-tu être stagiaire d'enseignement? OK, je donne mon CV. Après ça, veux-tu faire... Tu sais, oui, j'ai eu le journaliste qui m'ont refusé au début, mais c'est tout le temps des téléphones. C'est là que j'ai vu la force du réseau. Depuis ce temps-là, je reçois des offres et je les choisis. Et ça, là, pour un petit gars qui avait peur de ne pas avoir de job dans sa vie, moi, j'avais peur quand j'étais jeune, quand je suis sorti de l'université, d'être au chômage, de perdre mon emploi. J'avais peur de ne pas avoir de job. Aujourd'hui, j'ai peur d'avoir trop de jobs. J'ai peur d'avoir la même job toute ma vie. Donc là, c'est l'inverse. J'avais peur de la sécurité, de l'insécurité avant. Là, j'ai peur de la sécurité. J'ai peur d'être les 2 pieds dans le béton. Puis, tu sais, j'ai atteint maintenant, je pourrais te le dire, tu sais, moi, je suis le comptable qui a vécu à son rythme. J'ai une certaine indépendance financière que je n'avais pas avant. Et ça, c'est le plus gros fantasme de ma vie. Non, je ne vis pas à Outremont. Non, je ne vis pas à l'île des Sœurs. Non, je n'ai pas une grosse maison à Saint-Lambert. Oui, je vis dans un bas de duplex. Ça coûte quand même cher à Montréal, mais je suis beaucoup plus libre que bien des gens qui ont des beaux chars. Quand quelqu'un rit de ma voiture, je dis « Ouais, payé! » Voilà, fait que c'est là que j'aboutis. Fait que là, puis là, les projets Télé-Québec, bon. Fait que là, je me retrouve finalement dans le métro avec ma face. Puis là, je fais hey, écoute, le plus drôle, c'est quand ils ont lancé l'émission L'Indice McSween, là, Télé-Québec a mis le paquet. Tu sais, tu mets sur un comptable. On va être honnête, j'étais assis. T'arrivais à la gare à Montréal sur le Centre Bell, tu sais, les trains arrivent. Puis là, sur le Centre Bell, il y avait ma face. Quand tu rentrais dans la gare, il y avait ma face partout. Puis il y avait, genre, l'autre bord, c'est comme Carey Price. J'avoue qu'il y a une petite différence de salaire entre moi et Carey Price. Même, je dirais une très grosse différence. Disons que je change pour lui, mais c'était quand même drôle. C'est ça qui est arrivé. C'est un hasard, puis c'est quand même drôle que je me dis, en 2009, j'étais dans un bureau dans une grande banque canadienne. Ben, une grande banque, la Banque Laurentienne. C'est une petite banque, mais dans les banques canadiennes. Puis je faisais des opérations là, comptables. J'étais dans des spécialités d'instruments financiers, là, puis de normes comptables avec mon collègue Paul-Antoine. Puis là, ben, 10 ans plus tard, je ne sais pas ce qui est arrivé. Est-ce que ça te manque d'être un peu plus dans le technique concret? Non. Ce que j'aime, par contre, c'est garder des contacts avec tout ça. Donc, j'aime beaucoup apprendre. Moi, je suis un gars curieux, je pose des questions tout le temps. Je suis sur le set de télé, par exemple. Je veux savoir, bon, la lumière est à combien, de Kelvin, je veux comprendre comment ça fonctionne, la rémunération du staff, comment ça marche. Donc, je garde mon côté business, mais j'aime beaucoup. Ce qui est le fun maintenant, c'est, tu sais, faire un job, mettons, dans un bureau ou faire un job à quelque part, tu l'as fait, puis demander, tu la répètes, tu l'as fait. Moi, j'apprends plein d'affaires, puis j'analyse les résultats financiers, mais je n'ai pas besoin de les cruncher. C'est quand même le fun. Tu sais, tu sais, on a des choses qu'on aime dans notre emploi, puis des choses qu'on aime moins. Bien, le stress de la publication, le stress financier ou de risque, moi j'analyse maintenant les compagnies d'un œil. Tu sais, les PDG m'appellent des fois, tu sais, les gens des coms, c'est le fun, ça, cette espèce de trip-là de dire hey, quand j'étais dans les compagnies et que je les auditais, je regardais les données comptables, mais là, moi, quand il y a un rapport annuel qui sort le matin et je vois une donnée, un journaliste, ça va y prendre la journée à trouver quelqu'un qui va y expliquer. Moi, ça prend 6 secondes, j'en ai tellement regardé. Je sais où le MD&A, je sais où l'information, je sais ce qui est faux, je sais ce qui est vrai, je sais. C'est jamais faux, là. Mais on s'entend que le MD&A, c'est comme, je vais te raconter mes états financiers beaux. Et là, tu arrives dans les résultats financiers après ça, puis là, tu vois la vraie affaire, tu sais. Donc, souvent, je vois que des journalistes vont recracher un communiqué de presse de la compagnie, presque tel quel.
Alors que moi, j'ai une autre histoire à inventer, d'ailleurs, pas inventer, excuse-moi, à raconter, parce que mon prof, qui s'appelait Jacques Fortin à HEC à l'époque, disait tout le temps, un rapport annuel, c'est comme une histoire. Puis là, il nous décortiquait ça, puis je disais, il a tellement raison. Fait que maintenant, je lis un rapport annuel comme une histoire. J'aime beaucoup l'information sectorielle. Tu sais, comme prends les médias, par exemple. Tu vas voir les états financiers de Québécois ou peu importe, Rogers, peu importe ce que tu iras voir dans ta vie. Tu vois que Québécois, dans le fond, c'est un bon exemple. C'est Vidéotron, puis tout le reste, on s'en fout. Donc, tout le reste sert à nourrir Vidéotron qui fait un truckload de cash. Et donc, c'est Vidéotron là, qui vaut quelque chose là-dedans, mais les gens disent « Ah, les résultats de TVA, ah, les résultats du Journal de Montréal, ah, les résultats de TVA Sport. » On s'en fout. C'est du contenu pour la machine à imprimer de l'argent qui est là. Donc, il faut comprendre la valeur. Les gens dans les médias ont beaucoup de visibilité, ont des bons salaires, mais la machine à imprimer de l'argent, c'est l'Internet. C'est ça qui est fou. Voilà. Écoute, je suis allé un peu plus loin, là, mais c'est ça. Ah ouais, c'était très intéressant. Justement, tu nous as parlé de ton parcours. En tant qu'étudiant, on le sait bien, on va en apprendre beaucoup dans notre parcours. Puis on va très probablement vivre ou faire face à l'échec. Est-ce que c'est ton cas ou comment tu as pu le surmonter? Ouais, définir l'échec. Des échecs, on en vit chaque jour parce qu'on a des attentes, des aspirations. Puis, est-ce qu'il y a un échec majeur, peut-être? Ben moi, mon échec majeur, je l'ai vécu plus jeune. J'étais chez McDonald's. Puis là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a... En fait, j'ai eu une leçon vraiment très jeune, puis ça m'a servi, ça a été une belle leçon pour moi. Je travaillais chez McDonald's à 6,80 $, 6,70 $. Puis là, il y a un de mes amis qui m'appelle, il dit « Hey, mon oncle, il y a une pataterie. Il paye 13$ de l'heure avec les titres. » J'étais attiré par l'argent. Puis là, je me fais engager à la pataterie. Là, je suis au McDo. Finalement, je suis en train de me brûler. Il faut que j'aille au cégep en même temps. C'est mon avenir qui joue. Puis là, je suis en train de jouer mon avenir parce que là, il y a eu la grève l'année de mon cégep. Puis là, le cégep s'étire. Fait que là, je suis en train de travailler 35 heures par semaine en ayant des cours. Fait que j'ai démissionné. Puis j'ai toujours regretté d'avoir accepté cette job-là parce que je me suis... Quand je peux dire ça? J'ai eu les yeux plus grands que la panse. Je n'ai pas pensé à la réalité. Et depuis ce temps-là, j'ai tellement eu d'offres d'emploi que je n'ai pas accepté. Donc, mes plus grands échecs, je ne les ai pas vécus parce que j'ai regardé du monde se planter. Puis j'ai été honnête avec moi-même. C'est drôle parce qu'à l'heure où on se parle, je me fais offrir des affaires. Et plein de monde serait tenté de dire oui tout le temps. Alors que moi, je refuse beaucoup de choses. Et chaque fois que j'ai refusé, c'est un échec que je n'ai pas vécu. Ça, c'est là. L'échec, peut-être, écoute... j'ai peut-être vu plus de monde, comme des fois, tu veux monter trop vite. Tu sais, moi, je n'ai pas eu ce problème-là, mais il y en a qui ont vécu ce problème-là, puis ils ont fait des burn-out quasiment parce qu'ils veulent tellement qu'ils oublient que chaque chose en son temps. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des gens qui ont fait des échecs à ma place. Puis j'ai parlé avec eux autres, je les ai observés, j'ai dit « Qu'est-ce que tu as fait? » Puis ils t'expliquent, puis je suis très curieux, j'écoute. Donc, il y a ça. Bien, j'ai des échecs de vie, là, mais personnels, plein d'affaires, mais je te dirais que professionnellement, quand tu fais ce que tu aimes et tu travailles fort, souvent ça fonctionne. Mais c'est sûr qu'il y a de l'humain. Hein? C'est sûr qu'il y a des relations politiques dans le monde des affaires puis dans le monde. Puis des fois, tu aspires à quelque chose. Puis j'ai jamais eu une aspiration pour être grand boss. C'est peut-être ça qui m'a sauvé. Tous les gens que je connais qui ont eu des échecs ou des burn-out, ils voulaient tout le temps pousser trop vite. Tu sais. En même temps, de l'autre bord, si tu n'arrêtes pas d'accepter, d'attendre d'être parfaitement capable de faire la job pour demander une promotion, tu vas tout le temps être 1 an ou 2 en retard sur le salaire que tu devrais gagner. Et ça, c'est peut-être une portion des comptables qui sont trop, genre, quand je vais maîtriser la situation, je vais y aller. Non, il faut que tu vendes que tu es capable d'apprendre sur la job. C'est ça que tu as appris. Mais bon, j'ai déjà eu des échecs là, au ballon chasseur ou au primaire. J'ai perdu des fois. Je me suis cassé une jambe. C'est un échec monumental. Je suis moins flexible maintenant. Non, je blague, mais j'ai été chanceux pour vrai au niveau professionnel, surtout dans les médias. Je me suis pas trop planté. Puis, comment tu évaluerais la progression de la profession comptable depuis les 20 dernières années? Puis le titre CPA aussi. Ah, ça, c'est une bonne question. Il y a eu beaucoup d'enjeux. Hein. Il y a eu la fusion des ordres. Je sais que vous autres, ça ne vous touche pas. Vous êtes pas CPA. Puis c'est une bonne affaire parce que dans le fond, on regroupe tout le monde. Tu sais, on va s'entendre. Dans mon temps, tu avais les CO, les comptables sans titre, donc les comptables ordinaires qu'on appelait, les CMA, les comptables en management, les CGA et les CA. Et là, ça faisait des chicanes de clocher, tout ça. Là, on a splitté ça en deux, tu sais.
CPA puis CPA auditeur. Mais moi, je suis encore CPA, FCPA, FCA, auditeur. Bon, tu sais, ça, je pense que c'est une bonne chose pour l'ordre et pour nous. On l'a passé, la pilule. Je pense que les gens les plus choqués, c'était les CA qui avaient fait des études un petit peu peut-être plus difficiles à aller chercher les notes pour rentrer au desk et tout ça. Puis qui avait eu un petit peu plus de frustration de dire « Hey, je suis CA, puis finalement, on a toute la même titre, je fais ça pour rien. Ou si j'aurais fait mon CGA ou mon CMA. » Bon. Surtout si tu ne veux pas être auditeur, mais le titre auditeur sert. Tu sais, moi, il me sert. Je l'ai encore, mais parce que je fais les formations, mais chaque année, je dis crime. Je travaille fort pour garder le mot auditeur sur mon nom alors que je ne serai jamais partner d'une firme comptable qui va signer des états financiers. J'en ai plus besoin. Tu sais. Mais ça, c'est une bonne chose. Deuxième bonne chose, ce qui est arrivé avec vous autres, vous n'étiez peut-être pas là. Vous avez quel âge? C'était moi, 20 ans, 25, mettons? Ouais, 20 ans, moi. 20 ans, bon. Au début, quand tu es né en l'an 2000, dans le fond, 2000-2001, il y a eu Enron, la compagnie qui dans le fond, Enron, ce qu'elle faisait, c'est qu'il y avait Arthur Andersen, qui était un des gros cabinets dans le monde, puis il décomptabilisait des dettes dans des Special Purpose Entities qui n'étaient pas consolidées. Donc, il y a eu une espèce de manipulation de comptable. Et là, c'est là que tout est sorti de séparer le consulting, la vérification, de séparer les conflits d'intérêts apparents, réels, tout ça. Et ça a été une bonne chose au niveau de c'est bien beau pas dire qu'on est blanc comme neige, mais une profession qui s'auto-régule, c'est mieux qu'elle mette des pare-feux dans sa profession. Ça a été une super chose. L'autre chose, c'est le coolness. Tu sais, moi, quand je suis à l'université, il essayait de nous rendre cool en mettant des CA dans des situations cool. Mais non! Montrer qu'on est cool. Et moi, c'est ça que je me suis donné comme mission en radio. C'est de dire, hey, on va arrêter de dire que les CPA, c'est des bas bruns, qu'on est plate. Moi, depuis que des gens me connaissent, ils disent, hey, la talle des CPA, c'est une talle inexplorée au niveau des relations interpersonnelles, dans le sens que c'est tous des gens bright, ils sont en entreprise, ils connaissent des affaires. Vous avez un petit coup. Demandez quand tu prends de l'expérience, tu deviens un peu cocky. Moi, j'étais bien gêné, tu sais. J'étais bon. Demandez, tu dis, je connais mes affaires, je suis capable d'en parler, je suis compétent, puis je sais pas, les gens plus vieux, tu sais, disons que tu rentrais dans un bar en l'an 2000, tu dis, je suis comptable. Maintenant, tu rentres plus dans un bar parce qu'il n'y en a plus vraiment beaucoup, mais tu rentres à quelque part, t'es CPA. Ah oui, t'es CPA, nice, tu fais ça. Tu comprends-tu? On a arrêté de dire, je suis cool parce que je suis dans un environnement cool, tu sais. Je suis cool parce que je fais un job cool. C'est sûr qu'il n'y a pas toujours des bons côtés, mais même moi, j'engage des CPA. Moi, j'aime ça, dire la valeur. Parce que moi, maintenant, à un moment donné, je me suis incorporé, tout ça. Mais là, j'appelle ma partner de l'époque, Valérie Ménard, qui est rendue associée chez Hardy Normand, proche de la 25. Puis, je dis là, moi, j'ai besoin d'une fiscaliste. Là, c'est rendu trop compliqué, mes affaires. Droit d'auteur, UDA, nanana. Fait que là, je suis rendu que j'engage mes amis pour m'auditer. Fait que ma mission de compilation est faite avec une partenaire d'école. C'est quand même drôle. Puis elle m'a conseillé dans mes affaires. Fait que, tu sais, ça, j'aime ça. C'est comme une gang. Hein? C'est comme un clan des écoles. 20 ans plus tard, on se revoit. Fait que c'est beau. Ça a évolué dans le bon sens, je pense. Et maintenant, il y a tellement de titres comme les CFA, les FRM. Il y a plein de titres externes, des MBA, tout ça. C'est ça qu'il faut. Le fait d'être consolidé va permettre de garder la valeur du titre dans le monde un peu. Justement, au niveau de la perception par la société, est-ce que tu considères que l'image de bas brun est moins présente? Le bas brun, je sais pas pourquoi, c'est comme le crack du plombier ou les tatous du coiffeur. Ou je sais pas, il y a comme des stéréotypes qui existaient. Puis, tu sais, comme. Il y avait déjà une journaliste connue à l'époque, dont je n'en ai pas le nom, qui commence par Petro ou qui finit par Ski. Elle avait dit elle critiquait ce que j'avais dit dans un article, puis elle disait tu sais, j'ai connu un comptable à Verdun. Les gens mélangent beaucoup la personne qui font leur tenue de livre, la personne qui font leur audit, la personne qui font leurs impôts, le banquier, le conseiller financier. Pour eux autres, c'est souvent tout mélangé. Donc, les préjugés s'éteignent au fur et à mesure que les gens comprennent la valeur. Et les gens qui sont en entreprise voient la comptabilité comme un mal nécessaire. Tu peux demander quand ton comptable dit « Hey, ce produit-là, veux-tu bien me dire pourquoi tu le fais? Ta marge sur coût variable te dégage à peu près 5 % mais ça te donne les coûts fixes épouvantables. Donc, si tu enlèves ça, tu enlèves les coûts fixes, tu élimines, ton bilan est positif puis ton état des résultats est positif puis ton bilan va beaucoup mieux. » Ah ouais. Moi, je me souviens, à un moment donné, j'avais un ami du secondaire qui m'appelle, il dit « Hey, je vais acheter tel building, nanana. » En 5 minutes.
J'ai dit, t'achètes pas le building, t'achètes pas le restaurant, t'achètes rien. Tu vas falloir que tu serves tant de clients. Ben, tu sais, tu fais une analyse de coin de rue, de coin de table, là, en 5 minutes, puis il fait wow, tu sais, c'est ça être comptable. Oui, c'est ça être comptable. C'est nice, hein? Donc, pour continuer avec la profession de CPA, est-ce que tu considères que l'Ordre des CPA pourrait faire de nouvelles actions pour faire évoluer la profession? L'Ordre fait beaucoup de choses. L'Ordre fait beaucoup de protection du public. Ça, vous ne savez pas, mais tu sais, hey, je vais vous faire une confession. Hein. Oui, je me suis déjà retrouvé devant le syndic de la profession. Vous savez pas. Tu connaissais le syndic? Oui. Le syndic, c'est un peu comme le pharmacien. Quand tu es dans les médias, il suffit qu'une personne porte plainte à ton syndic, que ton syndic doit te rencontrer pour t'expliquer la plainte qui est contre toi. Alors moi, j'ai eu une personne comme ça qui a porté plainte. Ben, je peux pas, étant donné mon code de déontologie, je ne peux pas donner la nature, je ne peux pas critiquer la personne, je ne peux pas dire pourquoi, mais disons que je faisais une analyse de produits financiers que la personne vendait, tu comprends? Donc, évidemment, quand tu sais, ça aide pas, mais j'ai discuté avec le syndic, ça, tu vois, il y a une protection du public extrêmement importante parce que si je devenais une espèce de loose cannon, disons, puis que je voyais des théories conspirationnistes, puis je disais que le virus n'existait pas, mettons, l'ordre pourrait protéger les gens en disant Pierre, on va y enlever son titre parce que ça n'a aucun sens. Si je fais des choses qui sont mauvaises pour la réputation. Ça, c'est bon. Deuxièmement, au niveau canadien, puis les normes internationales, ça a beaucoup amélioré. Et dans mon temps, les jeunes, quand j'étais à l'université, on avait les normes canadiennes. Là, il y avait les normes canadiennes. Il y a du monde qui faisait leur titre CPA aux États-Unis et au Canada. Ça doit être un échec. Hein? Quand tu as fait ton titre CPA aux États-Unis et au Canada, puis tu vires aux normes internationales, ça ne sert absolument à rien d'avoir un titre américain pratiquement. Ça, c'était triste. Parce qu'à l'époque, il fallait que tu connaisses les deux types quand tu veux faire des compagnies américaines. Donc, ça, c'est bon. Donc, on protège la connaissance, on force la formation. Donc, un ordre, c'est fait pour garder, pour protéger le public, mais aussi pour réglementer le travail. Non, puis l'ordre fait un travail d'image bien au niveau du logo, au niveau de la promotion de la profession, puis ils s'expriment, ils ont pris parole, par exemple, dans le dossier de la maltraitance envers les aînés. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi le rapport des comptables? C'est parce qu'il y a beaucoup de maltraitance financière. Dans le moment, il y a des aînés qui valent 700 000 800 000, puis que leurs enfants, leurs enfants se disent hey, « mon Dieu, hein, comment c'est un peu sénile la personne, elle a 700 000 800 000, donc peut-être qu'on va lui donner moins de soins. Tu comprends? On est là, il faut protéger. Puis là, le comptable est pogné par son secret professionnel. S'il voit qu'un de ses clients en a se fait dilapider par des actionnaires ou peu importe, il ne peut pas avertir techniquement parce que là, s'il fait ça, il brise son secret professionnel. Donc là, on est allé expliquer au gouvernement, écoutez, hein, si on veut protéger les personnes âgées, il faut que vous nous permettiez à nous, en cas de moment où on pense que notre client est en train de vivre contre, de subir quelque chose, il faut qu'on le protège. Et ça, je trouve ça bien de l'ordre. Donc, l'ordre fait un excellent travail, selon moi, pour l'instant, à ce niveau-là. Après ça, vous autres, l'ordre, c'est ses membres. C'est vous autres les porte-étendards de la porte. C'est pas l'ordre, c'est chaque CPA. Si chaque CPA était un peu cool, ça nous aiderait. Mais il faut chacun a sa personnalité, mais c'est sûr que chaque membre de l'ordre influence la perception des CPA de l'ensemble des gens. Comme moi, tout le monde pense que je suis cheap. Je ne suis pas cheap, je dégage une marge de manœuvre pour me payer des affaires de même. C'est tout. Excellent d'ailleurs. Prenez-le en note, c'était très bon. Comment ça s'appelle? Écoute, c'est les vins Dame Jeanne. Je ne peux même pas te dire le nom, je pense Arabesque. Mais écoute, tu parlais de faire de la pub, là, c'est juste que les vins Dame Jeanne, c'est ceux qui possèdent le restaurant Mon Lapin. Quand vous aurez de quoi fêter, vous irez là. Ou quand vous serez CPA, vous aurez moyen d'y aller souvent. Puis, avec ton implication dans le monde des médias puis ta popularité à travers ce milieu, c'est comment que tu fais pour protéger ton image puis gérer avec les haters aussi? Peut-être que je ne la protège pas assez bien, mon image. Je suis un gars impulsif, moi, je vais t'avouer un peu. Pourtant, j'étais tellement tranquille, je ne sais pas ce qui est arrivé. Moi, les réseaux sociaux, c'est un mal nécessaire. Il faut que tu les alimentes parce qu'il faut que tu répondes au monde. Puis, ce que je trouve difficile, c'est ça. Regarde, je vais te donner un exemple. Là. Si tu es prêt à voir ça, là. OK, je vais te prendre une photo pour que tu comprennes bien l'ampleur de ce que je suis en train de dire. Là. OK. Attention. OK. Cling. Enregistrer dans la photo. OK. Là, je vais vous la montrer. OK. Ça, c'est le nombre de courriels non lus que j'ai dans ma boîte. Êtes-vous prêts? Cool.
C'est quoi qui est marqué? 11 11 000. 805. OK, bon. 11 800. Ça te donne une idée comment tu es sollicité. Tu peux pas. Ça, il y a du spam publicitaire, j'ai plein d'affaires, mais ma vie est ingérable. Tu sais, sur Facebook, quelqu'un m'écrit, tu sais, ça tombe dans les spams, tu sais, dans les messages, les messages filtrés. Ben là, je ne peux pas répondre à tout le monde. Tout le monde m'écrit un roman. Bonjour, ma situation. Fait que mon image, c'est qu'il faut quand même que je fasse attention sur deux choses. Un, tu ne peux pas donner des conseils financiers personnalisés à une personne. C'est contre les règles du conseil financier. Donc, imagine-tu quelqu'un qui m'écrit, je ne peux pas le conseiller. Je l'aide tout le temps du gars qui ne répond pas, mais je les envoie vers les bonnes ressources. Fait que je peux donner des conseils généraux, mais je ne peux pas dire à toi, hey, toi, achète-toi une maison, toi, prends-toi un taux fixe, toi, un taux variable. Ça, c'est ma protection, c'est que je me protège avec ça en faisant bien attention dans les temps diligents. Deux, moi, j'ai la chance de ne pas être dans les médias, c'est-à-dire que je suis dans les médias, mais pas dans les médias. J'ai des amis qui sont du milieu comptable, j'ai des amis qui sont de tous les milieux et ça me préserve beaucoup de la folie du monde des médias d'avoir été pendant 17 ans dans le monde de l'administration. Tout ça. Donc, j'ai un pas de recul, puis j'ai surtout pas vraiment d'amis dans le milieu. Tu sais, je t'ai invité des fois à des affaires, mais je commence à avoir des connaissances, mais je peux pas dire que quelqu'un se dit « Oh, je m'ennuie vraiment de Pierre-Yves, je vais aller passer une fin de semaine avec. » Il n'y en a pas tant que ça, tu comprends, dans ce milieu. Donc, ça me permet... Tu sais, moi, sans faire de mauvaises blagues, tu sais, je pense pas que j'aille mordu personne. Tu comprends-tu? Je suis vraiment très, très, très... Je reste dans... Tu sais, j'allais dans un pub à côté de chez nous il y a 10 ans. Je vais encore dans ce pub-là, puis les gens me connaissent comme un client du pub. C'est ça. Fait que ça, j'aime ça, garder des espèces de... Comment je peux dire? Des lieux, puis des groupes de référence qui me connaissent et qui... Je suis le même gars. Tu sais, fait que ça, c'est cool. Mais sinon, c'est dur. Parce que tout le monde te faut. Tu sais, à un moment donné, j'ai déjà eu des photographies de moi comme sur un site Internet. Tu sais, exemple, tu vas dans un restaurant sur l'heure du midi. Puis là, je vends un verre de vin blanc. Puis là, le gars m'apporte une espèce de petit verre style au garden. Puis là, il m'apporte ça dans un verre. Mais tu sais, un verre, pas un verre à vin, un verre. Un verre épais, là. Puis là, je dis, c'est ça votre verre de vin ici? Je dis ça en riant avec la personne. C'est ça, un verre de vin chez vous, tu sais, genre. Un once et demi dans un verre, c'était bizarre, tu sais. 1 heure plus tard, j'ai vu Pierre-Yves McSween dans un restaurant. Il s'est plaint de la quantité de vin qu'il y avait dans son verre. Pas pantoute, mais on est ce que les gens racontent. Tu comprends? Donc, ça, tu peux rien faire contre ça. Il faut que tu acceptes que tu vas avoir du bavassage. Puis, tu vas te faire prendre en photo par rapport, puis ça va être publié. Fait que, va pas dans des places que tu n'assumes pas. C'est ça que je fais. Ça me protège contre moi-même, disons. Ouais. Sinon, pour une question très sérieuse, tu as fait un cours atelier avec l'École de l'humour que tu as mentionné à propos de succès. Ouais. C'est quoi ta blague comptable préférée? Oh! Et la blague comptable! Mais moi, j'aime faire pas des blagues dans ce là. J'ai fait quelques cours à l'École d'humour le soir. Vous pouvez les faire d'ailleurs, ça aide à avoir des techniques d'humour, tu sais, mais ça fait pas que vous êtes drôle, faites-vous-en pas. Moi, je me faisais reprocher à l'École d'humour de faire des jeux de mots beaucoup. Moi, j'adore François Pérusse. J'avais 12 ans quand il a commencé, moi 11 ans. Moi, je suis très, très jeu de mots. Donc, je fais souvent des jokes, des jeux de mots qu'il y a juste moi qui ris. Mais je te dirais que moi, j'aime bien faire des parallèles. Je faisais des jokes genre... j'aime bien dire « Oh! Tu t'es marié avec quelqu'un de plus riche que toi, t'es un bon actif. » Je fais des jokes de même. « Oh, t'as augmenté ta marge brute en faisant tel projet. » Donc, moi, c'est plus de l'esprit de métaphorique que je fais. Par exemple, quand je fais de conférences puis, sur le livre, puis à un moment donné, j'arrive aux enfants. Bon, les enfants, on va s'entendre, c'est un passif financier, c'est un passif au niveau du bilan. C'est un passif, puis à un moment donné, ils deviennent rentables. Oups, ils étudient dans un mauvais domaine, ils retournent dans le passif. Je fais des jokes de même, mais je ne fais pas un stand-up sur la comptabilité nécessairement. J'aime beaucoup faire ce genre de parallèle. Puis c'était pourquoi ça, cet atelier-là? Qu'est-ce que ça t'a emmené en tant que tel? C'est que moi, j'étais en quête de... Quand j'étais à l'université, tout le monde, puis au bureau comptable, tout le monde était en quête de spécialisation. Et moi, j'étais en quête de diversification et de polyvalence. Je me disais, je suis exactement comme un... Excuse-moi, je veux juste dire... Je suis exactement comme un portefeuille. Je veux être diversifié. Donc, j'ai développé... Pendant que tout le monde se surspécialisait, moi, je faisais l'inverse. J'ai fait des cours de djembé, des cours à l'École nationale de l'humour, des cours de journalisme.
Tout le monde riait de moi, tu sais. Ah, lui, le comptable, fait des cours de journaliste bien utiles. Aujourd'hui, quand il voit mon chèque de paie, il rit moins. Tu sais, c'est la vengeance du nerd, là, tu sais. La vengeance, c'est un plat qui se mange frette, comme on dit, mais je peux pas dire que je savais que ça allait donner quelque chose, mais c'est intéressant. Mais, excuse-moi, ta question, c'était pourquoi tu as fait ça? Ouais. Ben, j'aimais ça. J'aurais voulu être humoriste, moi. Fait que quand j'étais à la Banque Laurentienne, je suis allé dans la rencontre d'information pour lâcher ma job et devenir humoriste. Juste l'essayer, tu sais, comme. Fait que je suis allé à la rencontre. Je me souviens, Louise Richer devant tout le monde. Tu sais, puis la gestionnaire de l'école Libon. Puis là, il y a quelqu'un qui lève la main. Elle dit oui. Moi, je veux savoir, est-ce que ça prend vraiment un secondaire 5? OK. J'avais compris que moi, j'avais un coût de renonciation de 80 à 100 000 $ par année, tandis que tous eux autres avaient un coût de renonciation de pas grand-chose. Parce que c'est une école qui a été bâtie à l'époque pour raccrocher le monde. Puis c'est un AEC, une AEC, hein? Attestation d'études collégiales. Et donc, j'ai comme un reality check. Je dis, mais pourquoi je me taperais 14 000 de frais de scolarité, 2 ans de ma vie à vouloir devenir humoriste pour gagner 25 $ d'une gig dans un bar, alors que je pourrais le faire le soir pour le fun, pour mon plaisir et demeurer un comptable, mais plus drôle. J'ai opté pour la deuxième option. Quelle bonne idée. Ah, c'est super. Surtout cette année avec la COVID, tous les spectacles sont annulés, tu comprends? Oui. Et là, je vais peut-être, tu vois, hey, ça va peut-être me servir parce que là, il y a une émission qui va. Je ne peux pas en parler, mais je ne peux pas parler de ça. Disons que je vais avoir la possibilité. Bien, je vais avoir la possibilité, peut-être cet automne, de participer à une émission où je vais faire un stand-up comique. Fait que tu vois, tout est dans tout. Tout est dans tout. Ça m'a servi quelque part. Puis, peux-tu sinon nous en dire plus sur tes objectifs personnels ou ta vision du futur, mettons, là, pour ton émission? Puis tes implications dans le milieu aussi. Moi, j'ai toujours allé par étapes. Puis chaque étape où j'étais, je me suis dit, hey, je suis bien. Quand je suis devenu prof d'université à Wannabe, je vais être prof d'université, tu sais, quand je fais mon doctorat. J'ai abandonné. Je suis devenu prof de cégep. Je disais, hey, revenu, tu sais, un horaire qui a de l'allure, renseigner aux étudiants, j'aime ça, des petits sidelines des médias, c'est très correct. Puis je vais en régime de retraite. Je suis bien content. Ça n'arrive pas l'arcan. Ah, OK, ça, c'est le fun en plus. Puis, l'émission, c'est le fun. Ah, le livre, c'est le fun. Mais c'est ce que je me rends compte? C'est que j'en veux tout le temps un peu plus. Mais pas que j'en veux, mais je veux tout le temps vivre de nouvelles affaires. Alors, je fais un plan de carrière vraiment court. Moi, je le fais sur mon prochain contrat. Comme par exemple, mon contrat de télévision se termine en mars-avril, disons. C'est diffusé jusqu'en mars-avril. Mon contrat de radio finit là en juin. Là, je vais faire des renouvellements de contrats ou des nouveaux contrats. Alors là, je vois ma carrière des médias avec mon plus long contrat. Le plus long contrat que j'ai signé, c'est 3 ans. J'avais comme 36 mois de carrière. Mais je m'emballe jamais en me disant qu'est-ce que je vais faire. C'est sûr que j'aimerais animer un moment donné en direct quelque chose. J'aimerais ça faire des émissions d'affaires publiques. Mais tu sais, tant que je suis dans l'argent et dans ma terre à moi, il n'y a pas grand monde qui se bat pour être chroniqueur économique, mais il y a beaucoup de monde qui se bat pour être chroniqueur culturel, animateur de variété, animateur de quiz. Ça, il y a en masse de monde là-dedans. Donc moi, je vais continuer un peu dans la table où je suis. Puis développer des affaires. J'ai 3-4 projets de livres. Le premier a marché un petit peu quand même. Ça a quand même bien été. Donc là, j'en fais un deuxième, mais j'en ai 3-4 dans la tête. J'en ai 4 en fait dans la tête. Donc, je vais me rendre là parce que c'est comme des milestones. C'est-tu payant, ça, être écrivain? Je ne suis pas écrivain. Il ne va jamais dire ça à un auteur que je suis écrivain. Ils vont dire encore un comptable qui ne sait pas de quoi il parle. Les écrivains écrivent de la fiction. Et attention, il y a un snobisme dans la littérature. Si tu écris de la littérature avec un champ de... Tu écris un livre avec une pensée réfléchie qui s'inscrit dans un courant littéraire, là, tu es écrivain. Okay. Si tu écris de la chiclette ou une histoire de gars de 30 ans là, au Québec, tu es un auteur. Alors, quand tu es un auteur de livres sur les finances personnelles avec un côté un peu psychologique ou un peu baveux, là, tu vas tomber à la librairie entre croissance personnelle, finance, journaliste. Tu vas être un peu mélangé. Ça ne faut te mettre, tu sais. Mais est-ce que c'est payant maintenant? Il faut que tu en vendes. Tu sais, moi, par exemple, je fais 2 piastres. Tu sais, pour être honnête avec toi, je faisais le gros livre, le gros format, je faisais entre 2 piastres 49 du livre jusqu'à 3 piastres 49 à peu près, dépendant du nombre vendu. C'est sûr que moi, ça m'a généré plus d'1 demi-million de $. Ça a l'air gros de même. Je me suis séparé, fait que
Il a fallu que j'en vende une bonne partie, tu sais. Mais c'est très rare au Québec. D'habitude, quand tu écris un livre, tu en vends 2000, 3000, puis tu t'embrasses ta mère. Là. Moi, je m'étais fait un livre pour faire une carte de visite. Je pensais pas que ça allait payer une partie des études de mes enfants. Tu sais. Wow. Fait que c'est ça. Mais je fais pas ça pour l'argent. Puis c'est comme ça. Tu sais, un livre, tu en fais un. Après ça, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. Tu sais, tu fais ton premier, le monde t'aime bien. Après ça, le monde qui t'ont haï, puis ils ne rachètent plus. Puis là, les gens ils disent ah non, pas le même qui écrit l'autre, je ne l'ai pas lu finalement. Fait que, tu sais, c'est rare que quelqu'un vend un livre puis en vend le même nombre tout le temps. C'est variable. Tu sais. Tu fais pas un livre pour faire de l'argent. Et c'est peut-être pour ça que tu en vends, c'est quand tu le fais pas pour ça. Ouais, c'est dur de vivre juste de ça. Là. Ouais, je te garantis que je pourrais même pas, moi, faire. Moi, je pourrais vivre pendant 3-4 ans avec l'argent puis me payer un salaire de 50 000 par année pendant 5-6 ans, mais avant, oui, puis là, mais c'est pas assez. Ouais. Là, on a touché un peu à toutes les facettes de Pierre McSween. Si tu devais te donner un seul titre, fiscaliste, comptable, chroniqueur, auteur, ça serait lequel? Hey, je ne suis pas fiscaliste parce qu'il ne faut pas que tu insultes non plus les fiscalistes. Les fiscalistes, ce sont des CPA ou des avocats qui sont allés chercher un TSS ou une maîtrise et qui travaillent dans l'optimisation fiscale. C'est important de le dire pour nos collègues comptables. Tu sais, il n'y a rien de pire que se donner un titre qu'on n'a pas. C'est pour ça que je ramène tout le temps. Je te donne un exemple. Les profs à l'université. Si tu dis « je suis prof », puis tu dis ça à un prof titulaire à l'université ou un prof agrégé, puis toi, tu n'es pas un prof. Tu es juste un chargé de cours. Et là! Ça, c'est deux gangs. D'ailleurs, petite parenthèse. Est-ce que vous savez que j'ai failli vous enseigner? À l'UQTR? Oui. Ben, on m'appelle pour que je fasse l'entrevue à l'époque. Tu sais, j'enseignais, je faisais un peu de médias. Je vais faire l'entrevue. Ils m'appellent, je fasse l'entrevue, mais ils m'ont trouvé un peu coquille ou un peu rapide ou un peu broche à fond. Écoute, je travaillais tellement, j'avais pas le temps de me préparer pour l'entrevue. Ils m'ont demandé que c'est-tu du QTR? Ben, je sais que c'est une excellente école, l'université. Je sais qu'elle a un super programme de fiscalité. Puis, c'est pas mal. Puis c'est à Trois-Rivières, puis ça arrive ça. C'est pas mal ça que je sais, tu sais. Tu sais, ils s'attendaient à ce que je leur dise. Ben, c'est une université fondée en telle année par telle personne. Tu sais, comme ça, c'est non. Fait que j'étais pas prêt. Et oui, il y a quelqu'un qui est engagé à ma place qui vous enseigne probablement. Et c'est drôle parce que. Puis, tu sais, je pense que ça a été une bonne chose au bout du compte parce que ma carrière s'est enlignée ailleurs, mais j'ai étudié avec Lynn Rioux. J'ai étudié avec Mireille Dubé. Puis vos profs, le Boivin et. Oui. Oui. Dites-moi l'autre nom, là. Les profs qui s'occupent de la fiscalité UQTR, c'est oui, ben il y a Nicolas Lemelin aussi. Oui, c'est ça. Fait que eux, on les voit. Tu vois, ça, je trouve ça cool. La question primaire était, c'est quoi mon titre? Un seul titre, je dirais comptable polyvalent. Ouais, polyvalent. Je suis allé loin pour te dire la réponse, mais j'aime ça faire plein d'affaires. C'est ça qui est le fun. J'ai été chanceux. Tu sais, quand tu regardes ton père et ta mère, tu te dis comment vous avez fait pour travailler là, puis après là, puis après là, puis après là. Tu sais, dans mon monde, nous autres, de surspécialisation, ça n'arrivera jamais à avoir une carrière aussi diversifiée avec plein d'expériences. Ben non, ça se peut. Moi, je regardais mon père qui a commencé avec une technique en chimie analytique, puis qui est devenu gestionnaire de cégep. Pas rapport. Tu sais, il a fait plein d'affaires dans sa vie. Mon oncle qui est allé à Bill James travailler finalement, qui est électricien. Peu importe. Les gens finissent par avoir... Les gens qui osent faire des choses, ben il leur arrive des affaires. C'est ça. Ben justement, en parlant de Nicolas Lemelin, on a une question de sa part. Oh! Oui, il disait, dans le fond, Prof Bachin et Prof Lemelin. Oui. Comment? Prof Bachin et Prof Lemelin, qui travaillent ensemble, non? C'est pas ça? Boivin, Bachin. Ben, il y a Bachin aussi. Dans le fond, vous êtes tous cool, les profs de l'UQTR. Juste vous dire, vous êtes chanceux. C'est la meilleure équipe de profs. Puis moi, je viens de l'HEC. Hein? C'est la meilleure équipe de profs au Québec, je vais vous dire, au niveau de communication. Ils sont très forts. Et les fiches de Mireille Dubé, je ne sais pas si vous comprenez, mais tu sais, ces fiches avec des carrés et des flèches. Ça, là, pour comprendre les normes comptables, c'est vraiment hot. Même moi, je m'en servais dans le temps. Voilà. Parenthèse fermée. Vas-y, il y a une question. Il disait, dans le fond, ton discours de chroniqueur, il est à la base de l'information, il se transforme en un discours d'éducation. Est-ce que c'est ton passé dans le monde de l'enseignement qui refait surface? Est-ce que tu voudrais y retourner un jour? Ben, moi, écoute, money talks, my friend. Non, je blague, mais tu sais, je peux pas dire que j'irais aujourd'hui faire un doctorat pour devenir prof agrégé. Est-ce que j'offrais des cours? Oui, mais peut-être des cours un peu plus MBA style, tu sais, comme, ou des cours de tu sais, je ne vais pas aller donner un cours de normes comptables à la place de vos profs. Ils ont les deux mains dedans tous les jours. Les autres, ils connaissent tout de même, tu sais. Mais je te dirais que oui, le fait d'avoir été stagiaire d'enseignement, regarde, comme tout est dans tout. Je fais mon CA.
Là, j'ai la notion, j'ai la compétence en travaillant dans l'entreprise, en étant consultant. Après ça, je me retrouve à donner des cours à HEC le soir, puis les fins de semaine, puis dans le jour des fois. Donc, j'apprends à parler devant 70 à 100 personnes, des fois 250. Après ça, je me retrouve dans les médias. Et quand j'étais dans les médias, on s'entend-tu que l'enseignement, c'est comme enseigner, mais avec le monde? Puis après ça, on me demande de faire des conférences. Moi, j'arrive devant 300 personnes, 1000 personnes. Ben, je ne suis pas en train de shaker de la feuille. Tout ça, là, si tu prends mon CV, ironiquement, tout est cohérent. J'aurais voulu dessiner ce CV-là et te dire, OK, je vais faire ça pour faire ça, pour faire ça. C'est arrivé. L'humour, ça fonctionne. Le journalisme, ça fonctionne. Le CA, ça fonctionne. L'enseignement. Puis tout ça, là, ça fait un chroniqueur économique qui enseigne. Mais oui, l'enseignement, après, j'aimerais ça. J'haïrais pas ça, mais moi, j'enseignais à HEC Montréal, puis juste te dire, c'était peut-être la pire place pour être chargé de cours au niveau de la paye. Parce qu'à l'UQTR, tu gagnes en gallons, et dans le fond, tu montes ta paye, tu gagnes de l'ancienneté. À HEC, on plafonnait le nombre de charges que tu pouvais donner. Hey, je suis transparent. Hein? Puis le salaire était pas mal fixe. Donc, ça fait 10 ans que tu enseignes à HEC, tu gagnes le même salaire que le kid qui vient de sortir de l'école. Donc, tu ne fais jamais une paye comme chargé de cours qui est intéressante à HEC. Donc, je retournerais ça à l'enseignement, mais ce serait quand je serais indépendant de fortune. Je veux dire l'année prochaine. C'est une blague. Puis, c'est quoi la découverte à travers tes épisodes de l'indice McSween qui t'a le plus fasciné ou déstabilisé? Je veux dire que le gars qui m'a le plus excité là, en tant que comptable, là, tu vas le voir cette année, il s'appelle Dominique Favreau. Et lui, il a le blog Se payer en premier, OK? Parce que c'est ma déformation professionnelle. Je le reçois, puis là, je commence à y parler. Il dit, moi, écoute, je gagne un salaire, mais ma blonde, elle a une bourse d'études. Et donc, les deux ensemble donnent qu'elle, son revenu ne compte pas dans notre revenu familial parce que c'est une bourse, mais on reçoit des allocations, on booste les REER, ça fait en sorte que notre revenu net est tellement bas que notre taux de cotisation au REEE fait en sorte qu'on a plus de subventions comme si on était pauvre alors qu'on ne l'est pas. Donc, lui, c'est l'optimisateur fiscal de bonheur. Mais après ça, ce que j'ai aimé, c'est être taquin, c'est aller dans une clinique on est allé dans une clinique qui faisait de l'épilation, la première année, puis il y avait des calculs comptables intéressants. Si tu payes tout de suite, c'était le prix. Sinon, tu payes en 3 paiements, c'est temps par paiement. Plus tu calculais le taux implicite de cette affaire-là, si tu y retournes. C'était usuraire comme taux, c'était incluait les taux, les frais administratifs. Donc, c'est ce genre d'affaire-là, moi, que j'adore faire. Tu sais, appeler du monde, dire hey, 0% de financement, ça se peut pas. Tu sais, éduquer en calant la bullshit des modèles d'affaires, tu sais, et j'aime ça. Tu sais, qu'est-ce que tu veux? Mais les invités, c'est le fun. J'ai rencontré des gens comme la dame au centre philo, tu sais, j'ai envie de brailler, tu sais. Ton enfant est handicapé à naissance parce que le médecin a fait une erreur, mais que le médecin ne veut jamais reconnaître qu'il a fait une erreur médicale pour son dossier et ses assurances, mais il te laisse dans la merde toute ta vie parce que lui ne veut pas reconnaître qu'il a fait une erreur médicale à la naissance de ton enfant. Puis ton enfant est handicapé toute sa vie, mais il vit. Donc, elle a dédié sa vie à donner des centres de répit. Ça m'a... Tu sais, c'est ça qui est le fun dans l'indice McSween, une fois. Je suis touché, je suis excité, je ris. Tu sais, j'ai fait des sketchs avec Fred Savard. Je dis, moi, faire des sketchs puis des green screen quand on fait des niaiseries avec des personnages, moi, tu me payes pour avoir du fun. Hey, quand j'y pense, là, je suis payé pour avoir du fun. C'est quand même le fantasme ultime. C'est sûr que je travaille fort, là, mais j'ai du plaisir. Puis, tu sais, quand Paul Arcand te donne une tribune, là, tu sais, le gars, tu l'écoutais pendant 15 ans à la radio, tu t'en allais travailler chez ton client, là, à l'autre bout du monde, puis là, c'est toi qui étais avec lui, c'est drôle, tu sais, c'est presque surréel. Mais c'est ça, c'est vraiment, vraiment le fun. Je suis reconnaissant de tout ça. Et, est-ce que tu as un modèle qui t'inspire dans la vie de tous les jours? Un modèle? Bien, je vais parler d'un modèle d'affaires, évidemment, des formations professionnelles. Dans les médias, j'ai bien aimé le modèle de Patrick Lagacé. Il y a des revenus de radio, des revenus de TV, puis il y a des revenus de la presse. Moi, je l'appelle le parfait tripode. Ça m'inspire une personne que sa valeur marchande est monnayable, puis tu as plusieurs employeurs qui font en sorte qu'il y en a un qui te fait perdre ta job, tu en as un autre. Ça, je trouve ça inspirant. Je trouve ça, Paul Arcand, je trouve ça incroyable de se lever tous les matins à 3h30 pour aller travailler. Tu sais, moi, je me lève à 4h30. Je fais ça de chez nous. Lui, il est en studio. Tu
sais, c'est des gens qui ont une rigueur à laquelle j'aspire. Puis après ça, il y a tous les entrepreneurs que je rencontre qui sont all-in. Tu sais, ça a l'air beau une compagnie, là. Mais j'en ai une, moi, c'est un Inc. Je suis le seul employé, puis je trouve que je suis de la gestion fiscale. Tu sais, gérer des payes, gérer du monde, gérer l'avenir, développer. Moi, les entrepreneurs me fascinent. J'ai vu un gars qui s'appelle... que la compagnie Jeffo, là, attends, faut que je trouve son nom, c'est Jean Fontaine, excuse-moi, il faut que je le trouve, là. Désolé, j'en ai rencontré tellement. À Saint-Jean Fontaine, Jeffo. C'est-tu Jean? On va trouver son nom? Oui, Jean Fontaine, c'est bien ça. OK, Jeffo, ça vient de là. Lui, il a parti une compagnie, je vais vous revenir dans la Zoom, là. Lui, il a parti une compagnie de suppléments alimentaires à Saint-Hyacinthe. Il est multimillionnaire. Puis il vend juste une petite portion qui sert à la mouler. Lui, c'était fascinant son histoire. Là, il est parti dans sa cuisine. Puis quand ils te racontent leurs histoires d'entrepreneurs, je trouve ça fascinant. Puis, moi, une question que je me demande, c'est les universités, on regarde beaucoup, tu sais, tu es allé au HEC, mais tu vantes bien quand même l'UQTR. C'est quoi, qu'est-ce qui justifie le choix d'une université par rapport à une autre? Ah, moi, il y a plusieurs facteurs. Un, il y a le facteur régional aussi. Si tu viens de Trois-Rivières, pourquoi tu irais te taper un appartement à Montréal avec la distance? Si ça arrive ça de Montréal, moi, si j'avais été un gars de Longueuil, le campus de QTR avait existé au collège, là, c'est à Édouard-Montpetit, je pense. Mais pourquoi je serais allé à Montréal? Je ne serais pas allé à Montréal. Tu sais, il y a ça, là, tu sais. Puis moi, il faut que tu dises que j'étais déjà à l'Université de Montréal puis j'étais à Polytechnique. La faculté d'administration la plus proche, c'était à HEC. Fait que c'est juste pour ça que je suis allé là. Je vais être honnête, c'est un enjeu de proximité. Je ne crois pas beaucoup à l'espèce de snobisme interuniversitaire, surtout pas au Québec. Je vois pas de compétition. Moi, c'est le même réseau qui est financé par le même monde avec les genres de... Tu sais, les programmes sont semblables. Mais je dirais plus que c'est les gens avec qui tu vas à l'école après. C'est-à-dire que, disons que tu veux travailler à Trois-Rivières, va pas étudier à Montréal. Puis mettons que tu veux travailler à Montréal, bien, va étudier ça arrive ça parce que tu vas te faire des connaissances puis des gens que tu vas connaître. Donc, moi, ça en quoi je crois, c'est que le réseau universitaire influence où tu travailles. Puis, fait que, à HEC, il y avait beaucoup de comptables, donc il y avait plus. En proportion, mettons qu'il y avait 10 postes de stagiaires d'été chez Ernst & Young l'été où je suis allé, ou 25, il y en avait 10 des HEC. Puis sur les 10, il y en avait un qui était à moi. Mais je ne l'avais pas calculé. Je suis rentré en première année d'université, je ne savais même pas le nom des cabinets comptables. Je voulais faire tout sauf être comptable. Puis à un moment donné, j'ai compris que ce serait la profession qui m'apporterait la meilleure carrière et je n'ai pas vraiment regretté. Est-ce que tu considères qu'il y a des différences majeures entre le Pierre McSween d'aujourd'hui et celui d'avant au niveau professionnel, au niveau... Au niveau capillaire, c'est la même chose. Au niveau du poids, j'ai pris quelques livres par rapport à quand j'étais à l'école. J'étais à peu près comme toi, là. J'étais à peu près, dans... J'étais comme ça. Je suis le même gars, là, mais tu sais... Mais le gars, la confiance, je te dirais. Alors, la confiance, ça pousse avec... Qu'est-ce que tu veux? J'avais de l'air... J'étais un peu nerd. Écoute, je peux-tu vous trouver... Ah! Attendez une minute, je vais vous faire de quoi? T'en as vu une bonne photo? Non, mais vous allez rire parce que mon ami du comité CPA, mais de l'époque, là, ça fait 20 ans, elle m'a écrit la semaine passée. Puis on s'est envoyé une photo. Ça, c'est le comité CPA HEC en l'an 2001, je dirais. Moi, je suis le gars avec la chemise rouge. Donc, j'ai pas de cheveux. Je suis très, très... Si tu regardes, là... Oui. Ça, c'est lui. Ça, c'est le même gars. La même mentalité. Je me suis fait poser des broches à 28 ans. C'est peut-être la seule nuance. Là. J'ai replacé mes dents un peu. Mais la confiance, parce que plus tu fais une carrière, plus tu apprends en confiance, plus tu dis « je suis capable de faire ça ». Puis même en groupe, tu sais. J'ai un petit côté, je dirais, écoute, je vais te faire un autodiagnostic. Je sais pas, des fois, j'ai un petit côté, je dirais pas Asperger, je ne vais pas aller là, mais je ne veux pas insulter personne. Ce que je veux dire, c'est que je note beaucoup les choses. Je stick sur des affaires, j'ai une mémoire. Ça, c'est toujours resté. Je veux dire, je suis curieux, je remarque tout. Tu sais, je vais me souvenir d'un détail ridicule, comme
le fait que toi, il y avait un spot en arrière de toi, en haut, au plafond, je vais m'en souvenir. Si je te revois dans 10 ans. Ah oui, c'est toi qui avait un spot au plafond quand il a fait l'entrevue. Il dérange-tu? Ou... Non, il ne me dérange pas, c'est juste que je l'ai remarqué parce qu'il glace. Mais c'est niaiseux. J'ai des mémoires pour des affaires insignifiantes. Puis, je suis plus coquille qu'avant un peu parce que quand on vieillit, on devient un peu plus baveux. Tu sais. Mais j'ai toujours eu le côté baveux. Ça, j'ai toujours été baveux, je vais le rester. Qu'est-ce que tu veux? J'essaie des fois d'être tranquille. Tu sais que dans une classe à HEC, je me suis déjà... Ah oui, j'ai eu un échec. Je me suis fait expulser d'un cours de psychologie. Comment ça? Mais parce qu'il y avait un prof, une moment donné, puis qu'on avait une classe, on était 75, puis c'était cours de psychologie de l'entreprise. Puis que, hey, moi, dans ce temps-là, j'étais un peu plus noir ou blanc dans mes opinions. Là, je suis un peu gris, tu sais. Mais le gars, il dit, la beauté n'a pas d'importance et n'influence pas votre vie. Je dis, ben là, ça va faire. Là, je pars dans le cours. Et là, je pars à un débat. Je dis, voyons, la personne qui est belle a plus d'offres d'emploi que la personne qui est moins belle. Il dit, la beauté, il dit, c'est subjectif. Je dis, bon, OK, là, il y a des critères. Mais je dis, moi, dans ma vie, il y a bien des jobs que j'ai pas eu parce que je suis ordinaire, puis que j'ai vu du monde qui n'avait pas de meilleures notes que moi, pas de meilleure personnalité, pas de meilleures réponses. Mais qu'est-ce que tu veux? Et là, j'ai parti un débat dans la classe. Je gérais la classe. Tu sais, j'étais en arrière. J'étais en train de ramasser le prof avec ses espèces de théories, tu sais. Puis là, je reçois un email de la directrice du département. Monsieur McSween, vous êtes dans de beaux draps. Vous êtes expulsé de votre cours. Votre prof vous trouve insupportable. Nanana. OK, là, je rencontre la madame. J'y apporte mes notes. Tu sais, je dis, madame, je suis un des premiers du bac. Là. C'est quoi le problème? Tu sais, dans le top 10, je suis là. Je lettre la direction pour me féliciter. Tu vois, mais... Je dis, mais là, moi, je vais vous dire tout de suite, je vais retourner dans le cours, puis je vais m'asseoir en première rangée dans sa face au prof. C'est pas vrai qu'il va m'expulser dans un cours où c'était basé sur l'empathie et la communication. Puis il me met dehors! C'est ça. Fait que, tu sais, j'ai pas changé vraiment. Là. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'être plus, d'avoir la liberté un peu plus financière. Fait que je peux me permettre de dire, je fais pas ça. Puis c'est tout. Puis non, je ne travaillerai pas dans ce domaine-là où je ne ferai pas telle affaire, tu sais, où je n'accepterai pas ça, ce salaire-là. Et ça aide à être un peu plus baveux. Mais c'est tout. Je pense que je suis le même gars, relativement. Tu vois, je suis très transparent avec vous autres. Je fais comme si on était dans le salon, puis là, je viens de réaliser que tout ça va être sur le net. C'est bien ça. C'est dangereux, les zooms, parce qu'on est honnête. Ouais. Si j'avais pris un verre de vin après, ça aurait été encore plus transparent. Donc, c'est mieux que j'avais rien pris et que je boive. Ça aurait été drôle. T'étais-tu quelqu'un de plus réservé quand tu étais jeune? C'est ça, je croyais comprendre. J'étais très, très, très timide. Moi, mettons, mais très timide. C'est comme... Moi, je faisais un exposé oral, là, puis je shakeais. Ah, c'est épouvantable. Tu sais, les gens qui sont gênés devant le monde, tu n'as pas de confiance en toi, tu es en secondaire 1. Je te jure, j'avais une réaction physique épouvantable. Pourtant, j'ai compris que... Je m'en ai, j'avais 15 ou 16 ans. C'est là que j'ai compris que quand tu parles devant le monde, le truc, c'est fous-toi-en. Et c'est ça qui a tout changé. C'est ça. Là, je suis tombé de l'autre côté un peu trop excessif à ce moment-là, puis là, je suis revenu. J'ai eu quelques échecs de ce côté-là aussi, mais j'étais gêné, timide. Moi, j'avais peur de l'inconnu. Tu sais, moi, tu m'envoyais en classe verte, là. Et là, avec du monde, des étrangers, je ne coucherais pas dans mon lit. Tu sais, tu vois le genre, là, j'étais... Moi, je dormais chez quelqu'un d'autre, puis je dormais pas de la nuit. Je classais mes camions par ordre de couleur et de grandeur. Il ne fallait pas que quelqu'un se joue dans mes affaires, il fallait que ça soit comme placé. Hey, là, aujourd'hui, si tu voyais ma cuisine présentement. Donc, tu vois, j'étais un petit gars, puis mon gars, il est pareil. Je le vois, là. Je le prends. Écoute, je prends une photo de moi, puis je prends une photo de lui. La personnalité, il est pareil. Il m'écœure tellement qu'il est comme moi. J'ose même pas le chicaner. C'est moi. Non, je le chicane souvent, des fois. Mais je veux dire, il est comme moi. J'étais pogné, j'étais timide, j'étais gêné. Tu sais, je jouais au soccer, j'étais un peu dans l'une, je regardais les autres jouer. Il est pareil. C'est quoi qu'il veut faire plus tard, lui? Hey, il donne une chance, il y a 9 ans. Mais écoute, moi, j'essaie juste de... Moi, je l'éduque un peu au niveau financier. C'est un peu niaiseux, mais tu sais, je fais faire mon NIP à la banque. Okay. Il me demande, papa, combien tu gagnes? Je lui dis, il dit, mettons,
ta chronique ce matin, tu as payé combien? 20 $? Je dis un petit peu plus, Édouard, mais je ne rentrerai pas là-dedans, mais tu sais, j'y explique ça, puis il dit. Puis il comprend, mais c'est dur d'expliquer à des enfants. Je me souviens quand j'ai commencé à faire, quand il était plus jeune, puis que je faisais des médias, une année, j'avais travaillé, je vous ai sauté des étapes tantôt, mais j'ai travaillé à MaTV, qui est le canal communautaire de Vidéotron. Je faisais des chroniques financières à la télé. C'est là que j'ai commencé avant l'entrée principale. En tout cas, j'ai fait plein d'affaires. Puis, mes gars, ils me voient dans la télé. C'était en reprise à la télé. Ils me voient dans la télé, j'arrive. Puis là, j'arrive. J'arrive de faire une émission de télé, puis ils me voient dans la TV. Là, ils ne comprennent pas. Papa, t'es dans la TV, tu peux pas être là, tu sais. Ça, c'était drôle. Mais non, il ne sait pas ce qu'il veut faire. Moi, tout ce que je veux qu'il fasse, tu sais, je remplis son REE, j'espère qu'il va faire des études. Au moins un cégep! Ouais. Ouais, c'est ça. Il y a juste besoin de s'inscrire, puis on peut aller chercher quand même. Ben, c'est là que c'est dans ma conférence, je fais ce joke-là, puis le monde rit à chaque fois. Là. Je dis, inscris-toi! N'importe quoi! Histoire de l'art au Moyen-Âge! C'est comme vas-y! Wow. Puis par rapport au fait, Jérémy t'a demandé si tu étais quelqu'un plus réservé avant. Dans le fond, comment tu as fait pour développer autant ta confiance depuis ta jeunesse pour devenir l'homme que tu es aujourd'hui? Je ne suis pas si confiant que ça. On a tous en dedans de nous, dans certains niveaux dans ma vie que je ne te compterai pas, mais on a de la confiance dans certaines affaires. Mais moi, je n'ai jamais. Tu connais-tu l'histoire du vilain petit canard? C'est un peu ça, tu sais. Quand tu es le petit gars réservé, puis petit nerd, puis que tu arrives à l'université, puis personne ne te fait wow, puis arrive dans la pièce, tu sais. Tu te fais ta vie, puis tu dis, ah, j'assume que je suis différent un peu, puis je suis un peu spécial, tu sais, bon. Tu assumes ça. Puis là, à un moment donné, le monde se met à aimer ce que tu es plus tard. Parce que à 20 ans, tu veux quelque chose, 25 ans, tu veux quelque chose. Donc, la confiance vient avec les regards des autres, tu sais, avec les succès, avec tu t'assois dans le bureau de quelqu'un, puis tu lui dis, je veux 100 000. La personne a dit non. Puis tu t'en vas, puis elle dit, OK, c'est beau. Ça donne confiance. Ça, c'est le fun. Mais ça n'arrive pas tout seul. Il faut que tu démontres ta valeur. Tu sais, le problème, souvent, quand on est jeune, c'est que le monde sort de l'école, puis ils veulent faire 100 000 tout de suite, puis ils ne veulent pas travailler. Non, il faut éprouver ta valeur, mais il faut une valeur distinctive. Et moi, j'avais une valeur distinctive. Tu sais, des fois, comme. Écoute, j'avais l'air d'un enfant, j'arrivais chez le client, à un moment donné, je me souviens. Il y avait un junior, il y avait un senior, puis il y avait un intermédiaire. Tu sais. Moi, je suis le senior. Le junior a 38 ans. Moi, j'en ai 23 parce que lui, il revenait à l'école. Puis la fille a de l'air plus vieille que moi, puis elle est junior. Fait que finalement, en somme, c'est moi qui étais en charge du dossier, mais le client s'adresse aux deux autres avant moi. C'était moi qui étais senior au niveau de la prof. Mais c'est au niveau de l'apparence, elle dit. Là, elle appelle mon boss. Elle dit là, excuse-moi, mais ça va pas du tout. Quoi? Karen, tu m'as envoyé un rookie? Elle dit ouais, attends une minute, tu vas voir qu'il est bright. C'est comme ça que ça. Et ça a fonctionné comme ça. C'est des choses comme ça qui sont arrivées dans ma vie. J'ai eu beaucoup à me battre contre le fait que là, tu vois, là, je ne me suis pas rasé depuis 2 jours. Là, ça va. Là. Mais quand tu as 23 ans et tu as de l'air d'un enfant, puis tu dis, moi, je suis compétent professionnellement, il faut être vite. Il faut que tu compenses quelque part. Ouais, c'est encore là dans l'apparence, un peu comme tu disais. Là. On prend un peu de poids. Là, à un moment donné, dans le sens, je me suis entraîné un peu, j'ai pris quelques livres, ça m'a redistribué. Parce qu'au bureau, il y a un gars qui me niaisait, tu sais. Il m'appelait tout le temps le rack à chips. Tu sais, les racks super minces que tu accroches les chips après, là. Il m'appelait le rack à chips écoute, c'était épouvantable. J'étais tout petit. Qu'est-ce que tu veux? Ça vient avec l'âge, hein? On épaissit, puis là, on devient plus. Tu sais, moi, on me niaisait pour mes cheveux. Maintenant, tout le monde en veut, mais ils n'en ont plus de mon âge. T'sais. On me niaisait parce que j'étais tout petit, mais là, les gens qui étaient costauds dans ce temps-là, ils sont plus costauds. Tu sais, j'arrive à 40 ans, puis j'aime pas pire. J'aime pas pire ce que je suis rendu au niveau. Si je peux tomber dans le personnel, là, ça va, tu sais. Ça c'est comme rebalancer tout ça. Au niveau. Au niveau physique, puis au niveau de la. J'ai moins peur de l'avenir. Parce que moi, si demain matin, je perds tous mes jobs, là, ben, je vais aller vivre de simplicité volontaire jusqu'à la fin de mes jours avec mes réels, tout va bien aller. Donc, ça m'enlève de la pression, puis ça me rend un peu plus confiant. Puis aussi, quand tu étais à l'université, tu faisais partie du comité CPA. CA à l'époque, oui. Ah oui, c'est comité, comment? CA, parce qu'il y avait 3 comités, nous autres, tu sais, l'autre n'était pas fusionné. Regarde, je vais te montrer. Ça, c'était ce comité-là, mais attends, elle m'a envoyé une autre photo. Tu sais. Attends, c'est-tu là? Stéphanie qui m'a envoyé ça, je l'ai dessus. Attends, on va la voir ici. Excuse-moi, on va la trouver. Oui, hey, on est original, hein? On avait même fait la photo de groupe.
Regarde, elle m'a envoyé ça. Ah, attends, je peux le voir de même? Comment je peux l'avoir? Anyway, si tu vas voir, là, c'est comme Sarah qui est écrit. Wow. Puis moi, je suis le piquet ici, là. Comment ça marche? La photo est prise dans le mauvais sens, là. Mais en somme, je suis le piquet qui est là, tu sais, dans le C. Puis écoute, c'est une autre époque, tu sais. Puis, qu'est-ce que ça t'a amené, ça, comme expérience? Comme TCPA, écoute, t'es plein de monde du même âge avec des personnalités différentes, des plus susceptibles que d'autres, t'as des gens plus... Fait que moi, j'ai appris à gérer ça parce que moi, je suis un gars qui dit tout ce qu'il pense. Mais là, t'as des âmes sensibles, tu sais, mais ils sont pas nécessairement sensibles, c'est moi qui se rend pas compte que je suis en train de les affecter. Tu sais, j'ai dit des choses des fois qui, moi, je me sentais banal, tu sais, je dis, ben voyons, c'est évident, telle affaire, si t'es pas assez bonne pour aller au deuxième cycle, si t'es pas assez bonne, tu sais. Tu dis pas ça à quelqu'un, tu comprends, mais moi, écoute, tu sais, si tu comprends, tout le monde s'est rendu au deuxième cycle, faites-vous-en pas, tout le monde a eu son titre là-dedans. Mais tu sais, il y avait ça, puis l'autre affaire, c'est, moi, j'écrivais l'espèce de journal de communication. Moi, j'ai tellement appris à produire. Je l'écrivais, je faisais la mise en page, puis je le publiais, puis je faisais le deal avec l'imprimeur, tout ça. Fait que j'ai beaucoup écrit. Ça m'a aidé à apprendre à écrire vite. Puis tu vois, ça me sert aujourd'hui. Donc, si j'étais capable de faire une chronique dans la presse rapidement, c'est parce qu'à cette époque-là, il fallait que je produise parce que j'avais ma comptabilité à étudier aussi. Juste pour donner une idée, moi, je publiais 10 numéros par année avec plusieurs textes dedans. Puis chaque année, après moi, le monde ne fournissait pas puis diminuait le nombre de publications. Et moi, je vendais des commanditaires 10 numéros, l'année suivante 8, après ça 6. Puis donc, moi, je me suis rendu compte que je me brûlais pour rien. Ouais. On a reçu dans un de nos podcasts Kevin Pépin, qui est président fondateur de Copy Management. Puis il nous expliquait que selon lui, ça dépend toujours du contexte, il est avantageux pour un particulier d'être locataire et d'investir dans le marché immobilier comparativement à être propriétaire. Ça serait quoi ton opinion sur ce sujet, en sachant que ça dépend toujours du contexte puis que... Bien, je vais t'avouer deux choses. Un, s'il est locataire puis investit dans le marché immobilier puis qu'il ne l'habite pas, mais il peut quand même désigner quelque chose comme résidence principale. Il faut comprendre que la résidence principale avec l'exemption te permet d'exenter d'impôt quelque chose, puis quand tu le revends, tu le sacs dans le CELI. Fait que, si tu as une première transaction que tu mets dans ton CELI, je peux comprendre. Mais il y a aussi une question de... Moi, je vis à Montréal, OK? Si tu n'es pas propriétaire de ta place, là, qu'est-ce qui va arriver si ton logement est beau? Tu vas te faire acheter, tu vas te faire kicker out. Et donc, si tu es locataire et tu as un beau logement, mais c'est bien de valeur, mais il y a quelqu'un à un moment donné qui va acheter ton bloc puis il va te tasser. Il y a ça que moi, j'aime pas. Moi, j'aime être chez nous. Puis quand je prends 3 ans ou 10 ans de ma vie, comme ici, là, ça m'a pris, c'est même beau les guitares en arrière, mais j'ai passé 10 ans de ma vie à rénover ici. Donc, ça ne me tente pas d'être locataire ici. Quelqu'un dit « Ah, il est beau ton duplex, je vais l'acheter puis je vais te sortir. » Donc, il y a ça que je suis moins d'accord. Mais moi, je suis pour... puis ça dépend. Si tu es en famille, tu veux implanter tes enfants, tu sais, il y a des facteurs qualitatifs. Oui. Qualitatifs. Mais il a raison. Tu peux bien être locataire et investir en immobilier puis jamais être propriétaire puis te dire je vis dans un 3,5 qui me coûte 600-700$ par mois. Si j'étais propriétaire, il me coûterait 1200, 1300, 2000. Donc, je suis mieux de l'acheter et je suis mieux de le louer, c'est vrai. Mais tu sais, tu as pourquoi tu payes. Donc, il y a ça qui est... Tu sais, moi, ici, là, louer ça me coûterait un prix de fou. L'acheter, ça me coûte un prix de fou. Imagine le louer, tu sais. Donc, c'est une question... Je dirais que vivre à quelque part, c'est une question personnelle. Mais après ça, moi, je ne suis pas un fanatique de l'immobilier parce que les gens qui ont fait de l'argent avec l'immobilier depuis 20 ans, c'est parce que les taux d'intérêt sont passés de 6, 7, 8 % au début des années 2000 à 1,99 % aujourd'hui. Et ça a fait baisser les taux, donc la capacité d'endettement. Le monde a voulu se loger et tout ça. Donc, tu sais, on oublie souvent dans l'immobilier de parler des coûts. Est-ce que tu penses qu'on y avait posé la même question aussi? Est-ce que tu penses que les jeunes comme nous, on va avoir plus de misère à se loger éventuellement? Ben, moi, je pense que tu as une bonne job et que tu investis ton capital, tu vas y arriver. C'est juste que vous êtes dans une situation où deux choses. Vous êtes une génération que peut-être que vous allez avoir plus d'héritage que la mienne. Tu sais, nous autres, c'est pas vraiment quelque chose sur quoi on peut compter. Deuxièmement, il y a beaucoup de monde qui vit encore chez leurs parents aux études que nous, on ne faisait pas. Moi, je dirais, si tu es à l'université, puis tu vis chez tes parents, puis tu n'as pas pilé ton cash au lieu de le dépenser, d'avoir un char neuf, tu risques d'avoir un cagent de maison en sortant. Fait que oui, les maisons coûtent plus cher, mais tu as déjà de l'argent au lieu d'avoir des dettes. Tu sais, tu as un avantage. Mais c'est vrai qu'on est de plus en plus d'humains. Moi, c'est tout le temps ça, je dis au monde. Il faut penser à la génération suivante. Je fais un chapitre dans le livre là-dessus. C'est plus vrai que tu peux étudier en journalisme ou à l'université, puis
automatiquement, tu vas avoir une maison puis une job à vie, tout va être beau. Ça, c'était en 1940, 50, 60, 70. Aujourd'hui, c'est plus ça. Là. Tu tombes dans l'immobilier vaut un prix de fou. Tu sors de l'école avec plus ou moins d'actifs. Ceux qui ont la chance d'être aidés, gaspillez pas votre avantage. Mais ça dépend à qui. Ça dépend dans quoi. Si tu me dis, hey, moi, j'ai étudié en sociaux, je travaille dans un café. Ouais. Tu as moins de chance. Ma blonde étudiant en sociaux, ça va bien son affaire, mais elle a développé une valeur. Je dis ça, peu importe le diplôme que tu fais, maximise la valeur qui va avec. Et là, tu vas y arriver. Mais c'est sûr que si tu te contentes d'être ordinaire dans ta performance, bien, tu vas être ordinaire dans ta capacité d'être performant et d'obtenir des avantages. J'aurais aimé ça d'être à Outremont et avoir des parents qui m'envoient à Brébeuf et que ma vie soit facile. Tu sais. Je ne peux pas te mentir. J'aurais vraiment trippé de me rendre à l'université et que ma première job dans la vie, ce soit en sortant de l'école au lieu de tourner des boulettes. Mais tu sais quoi? Finalement, tout ça est un apprentissage qui m'a payé quelque part. Mais c'est sûr que j'envie ceux qui avaient mon âge en l'an 2000, que son père a donné 100 000 pour acheter un 14 logements. C'est sûr qu'il est multimillionnaire aujourd'hui. Là. On n'est pas en même place. Tu as investi 100 000 en l'an 2000. 20 ans plus tard, c'est une fortune. Tandis que moi, je suis sorti de l'école avec 10 000 de dette, 13 000 de REER. True story. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux étudiants? Conseil, ça fait paternaliste de faire ça, mais ben, de ne pas copier les autres. Tu sais, moi, j'ai été longtemps, comment je pourrais dire ça? Exemple, je te donne un exemple. Moi, j'ai voulu faire mon CFA de moment donné parce que les autres le faisaient. Pourquoi je faisais ça? Pour copier? Mais c'est pas mon chemin à moi. Donc, tu sais, trouver ce que tu es toi, puis ce que tu veux toi, c'est pas facile, ça change avec les années, mais il ne faut pas que tu veuilles la vie du voisin. Tu sais, moi, ma vie d'avoir un... Écoute, j'ai eu des voitures de merde, je vais te le dire. J'ai eu des pas de voitures, j'étais membre communauto. J'ai vécu dans des appartements sur des rues ordinaires. J'ai fait une vie à l'image de ce que j'étais. Puis maintenant, j'ai une maison que les gens envient. Pourquoi? Mais parce que j'ai vécu ça, tu sais. Je ne me suis pas endetté jusqu'à là au début. Puis je me suis donné le temps de m'écouter. Je me suis donné le temps de faire plein de projets. Fait que le seul conseil que je peux donner, c'est de s'écouter. Puis souvent, on ne s'écoute pas. Au niveau personnel, au niveau de la profession, on ne s'écoute pas. Puis on se fait croire qu'on veut être quelqu'un d'autre. Mais moi, dans le fond, je veux être moi. Tu sais, je veux faire ce que moi j'aime. Puis moi, c'est pas la carrière, moi, c'est pas le niveau hiérarchique qui m'impressionne. C'est comment je peux aimer ma job, aimer ma vie, puis avoir une grosse paye en même temps, tout en ayant. Tu sais, c'est ça que je cherche. C'était ma quête. Puis je pensais jamais que ça se pouvait. Puis tu vois, en faisant ce que j'aime, c'est arrivé. Mais si je t'avais dit sur papier, hey, moi, là, je vais être CPA pour devenir chroniqueur. Hey, t'aurais dit. Elle est bonne! C'est ça. Mais oui, parce que tu sais, je suis à la même place que vous autres. Là, tu me dirais, Pierre, moi, je vais devenir chroniqueur économique. Parfait. OK, voici, il va falloir que tu fasses ça. Puis ça, il va falloir qu'il arrive tel hasard. Alors, le seul conseil que je peux donner aussi, c'est s'exposer au chaos. C'est-à-dire, accepter qu'il y a des choses que tu fais dans la vie qui ne sont pas planifiées. Il y a des opportunités qui se présentent par le hasard. Puis que des fois, quand tu vas à quelque part et quelqu'un dit qu'est-ce que ça te donne de faire ça, ben tu y vas parce que ça te tente puis tu as un feeling que ça peut servir ou que tu vas apprendre quelque chose ou que tu vas aimer ça. Puis mes cours de journalisme, mes cours d'école de l'humour, puis enseigner à l'université quand tu es CPA, que tout le monde veut devenir PDG de compagnie en bonne BM puis une grosse maison à Laval, c'est pas populaire de dire que tu fais ça. Mais tu vois, aujourd'hui, j'ai pas de BM, j'ai pas de grosse maison à Laval non plus. Ah bien, merci énormément. Hein. Ça a été vraiment là, parfait. Puis, ça a été extrêmement gênez-vous pas. Si jamais vous dites dans la vie, ça va pas bien, dites-vous qu'on est tous passés par là. Si vous d'autres choses, gênez-vous pas, ça me fait plaisir. Merci beaucoup d'avoir visionné cet épisode du podcast de Bob Brun. N'hésitez pas à partager en grand nombre ou à laisser un commentaire. De plus, si vous êtes ou connaissez quelqu'un qui veut participer à nos podcasts, vous pouvez nous écrire à l'adresse juste ici. Merci. Merci à nos partenaires Mazar, Demerson Bone, Hardy Normand et Associés et EY.